Chers auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver cette semaine pour une longue entrevue au podcast Jamais assez. En 2025, vous avez un podcast par semaine produit par Physio Vélo, donc vous avez les longues entrevues, une semaine sur deux, que j'anime. Et vous avez le parcours, la quête de ma collègue Gabrielle Théoret qui s'est inscrit à son premier demi-Ironman. Donc, abonnez-vous au podcast. Cette semaine, qu'est-ce que je vous présente? Je vous présente une conversation avec Antoine Jolicoeur-Desroches, qui est un triathlète de longue haleine. Ça fait plusieurs années, il a été triathlète professionnel. Mais le sujet qu'on aborde cette semaine est un petit peu plus geek. On parle de l'adaptation à la chaleur. Donc, Antoine vient de finir son doctorat. Un doctorat qui a été consacré justement à la rédaction, là, si j'utilise les bons mots, de 3 articles scientifiques. Donc, on va prendre le temps de démystifier plusieurs concepts, je dirais, par rapport à l'adaptation à la chaleur. C'est un sujet qui est très tendance sur les réseaux sociaux. On entend un peu de tout. Et puis, l'avantage d'avoir quelqu'un de calé comme Antoine, qui a aussi combiné, disons, l'expérience à la rigueur scientifique de son doctorat, c'est de pouvoir avoir des trucs qui sont implémentables, donc en français, qui sont faciles à mettre en action dans votre quotidien à l'entraînement. Comprendre pourquoi c'est pertinent, des fois, de s'adapter à la chaleur, dans quelles conditions on devrait le faire et comment bien le faire. Donc, pour moi, ça a été... Pour moi, ça a été une conversation très intéressante où est-ce que j'ai appris beaucoup. Vous allez voir, là, j'étais très, très curieux de savoir est-ce que je faisais la bonne chose chez moi, là, dans ma pain cave, dans ma salle d'entraînement quand j'avais très chaud. Est-ce que c'était parce que je m'adaptais ou non à la chaleur? Donc, vous allez voir, vous allez répondre vous aussi à ce genre de questions-là qui entourent l'adaptation à la chaleur et comment le faire. Donc, sans plus tarder, je vous laisse l'épisode entre les oreilles. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de partager l'épisode avec d'autres crinqués comme vous qui n'en ont jamais assez. Bonne écoute! C'est ça un peu le problème justement dans le sport, puis comme tout aussi les médias sociaux, c'est que c'est vraiment des vagues. Tu vas le voir autant en nutrition avec, mettons, le low carb, high fat, puis après c'est le high carb, l'extrême. Tu vois ça la même chose avec les souliers, comment ça a varié beaucoup avec le minimalisme. Là, c'est le, ben là, tu m'ouvres la porte. Maximaliste. Tu m'ouvres la porte parce que en fait, c'est ça qu'on a vu aussi avec le training à la chaleur. Qu'on va parler aujourd'hui. Fait que c'est de ça qu'on parle, tu sais. Merci d'avoir accepté même de t'être invité à revenir au podcast, Antoine. Bienvenue. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait 1 an, là, quasiment jour pour jour qu'on s'est vu. Fait que on va parler de ton doctorat. Félicitations. Merci. C'est quelque chose. Récent, ouais. Est-ce que tu refais un doctorat ou tu refais un Ironman? Lequel tu choisis? Doctorat ou full Ironman? Définitivement, un Ironman, c'est beaucoup plus facile. Même un ultramarathon, c'est beaucoup plus facile qu'un doctorat. Fait que, ça, c'est dit. Fait que les gens savent à quoi s'en tenir. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, je voulais faire un petit retour, puis les gens pourront, à la limite, aller écouter cette conversation-là qu'on a eue dans la saison dernière, en 2024. On avait parlé de ça, là, cette intensité-là du doctorat, puis que c'était quand même similaire genre au sport de haut niveau, là, finalement. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'aurais comme la métaphore, j'aurais à dire, c'est pas comme un ultra running, c'est plus un backyard ultra que dans le sens que ça dure, je sais jamais quand est-ce que ça va finir, dans le fond, c'est un peu plus ça. Wow, j'avoue. C'est la meilleure métaphore un peu pour j'adore pour ça. J'adore ça. J'avoue que c'est vraiment différent comme perspective. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir. Ouais, exact, c'est ça. Puis c'est pas si intense tout le temps, tu sais, comme un marathon, mais c'est comme tout le temps un certain niveau d'intensité, mais c'est constant pendant très longtemps, mettons. Là. Puis t'es-tu fier de toi? Ouais, je suis vraiment content, là, parce que c'est sûr, c'était comme... tu sais, la maîtrise, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. J'avais vraiment bien aimé l'expérience. Le doctorat était quand même pas mal. C'est vraiment... J'ai peut-être sous-estimé un peu la charge? La différence de difficulté en fait entre la maîtrise puis le doctorat. En techniquement, c'est quasiment en nombre, mettons, d'articles que tu publies, c'est au moins x3 ce que tu fais, mettons, dans une maîtrise. Puis si tu t'attends à une certaine rigueur pour le doctorat qui est tout à fait normal. Fait que, le niveau de difficulté était plus élevé que je pensais, mais c'est aussi parce que comme on parlait un peu dans l'autre podcast qu'on avait fait, là, je suis tout le temps quelqu'un qui a 1000 projets, puis justement, le livre que j'ai fait, c'était pendant le doctorat, fait que, puis après l'entraînement aussi. Fait que je me suis pas mis dans les meilleures conditions pour rendre ça facile, mais justement, ça a le fait que j'étais encore plus content justement d'avoir complété tout ça. Puis c'était comme une belle étape de
de pouvoir. T'as-tu la tête à limite à un certain moment dans le doctorat? T'es-tu rendu au bout de l'épuisement? Puis tu m'en avais parlé un peu, là, que t'étais un peu là-dedans l'année passée. Ouais. Puis là, t'as-tu passé à travers ça? Qu'est-ce que t'as appris de ta côté dans une autre chose que le sport? C'est ça m'a appris que, en fait, c'est dans le sport, c'est beaucoup plus. Ton corps va plus frapper. Le côté comme physique, ton corps il va te le dire quand tu es à ta limite. Le côté mental, c'est un peu plus difficile. C'est assez facile, justement, de t'amener à une surcharge, puis comme tu es proche du Ta surcharge burn-out. physique mettons. va arriver avant, tu veux dire, dans le sport? Ouais, ça dans le sport versus, mettons, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a plein de projets. Mais là, c'est comme. Tu peux atteindre, justement. Tu vas bunker, en guillemets, dans le sport avant versus dans le bunkage physique, psychologique, mais tu peux comme accepter un certain niveau jusqu'à temps que là, tu réalises c'est too much, mettons. Ouais. Fait que là, c'est plus justement j'ai appris un peu plus à écouter mon corps puis mettre mes... Ta tête. Ouais, c'est ça, ma tête aussi, surtout, là, dans le fond, puis mettre tes limites, parce que dans le fond, tu peux tout le temps en faire plus. Dans le fond, quand tu fais quand tu es dans le milieu académique, c'est dans le fond, tu as tes propres études, mais après aussi, tu peux aider sur d'autres études ou d'autres articles, puis tu as des journaux qui demandent pour faire reviser des papiers, tout ça. Fait que, puis si tu commences à dire tout le temps oui à tout, mais c'est comme à l'infini. Fait que c'est juste d'apprendre à écouter. Ton backyard ultra est fini jamais. Oui, exactement. Là. Fait que, à la fin, j'ai appris à mettre c'est quoi mes priorités aussi. Puis des fois aussi, je me rappelle, c'est ça que tu vois avec tous ceux qui débutent le doctorat, là, on a tellement des idées genre d'envergure de comme tous les projets qu'on veut faire. Puis, moi aussi, au début, j'étais comme, je vais faire tellement de projets parce que, le minimum, c'est de faire trois études, mais j'étais comme, OK, je vais faire plein d'autres études comme de plus. J'en ai quand même fait comme une autre qui était comme sur l'Ironman qui n'avait pas du tout rapport avec ma tête parce que ça m'intéressait beaucoup, mais dans ma tête, je voulais en faire comme vraiment plus que ça. Puis, à la longue, il faut que tu dises, OK, c'est quoi qu'est-ce que j'ai besoin justement pour finir ma thèse, puis un jour, pouvoir travailler parce que un jour, il faut que tu rentres dans le vrai monde de la job. Ben écoute, est-ce que ça t'a... Une des choses que je me rappelle puis que j'ai adoré l'épisode qu'on a fait ensemble l'année passée parce que ce que j'avais le goût que ça transpire, puis les gens m'en ont beaucoup parlé de cet épisode-là, tu sais. Ils m'ont dit premièrement que c'était un épisode qui était long. Je pense qu'on a fait un genre de, je sais pas, 2h15. OK, ouais. mais moi, tu sais, j'ai trouvé ça tellement important cet épisode-là pour que les gens comprennent que même quand t'es quelqu'un qui performe comme toi à un niveau qui fait partie du 1% des performances, tu sais, les plus élevés, ben ça se peut que ton dialogue intérieur, des fois, il soit pas rempli de compassion puis d'empathie, mettons. Fait que je voulais juste que les gens réalisent que peu importe le niveau, tu sais, je pense qu'on doit travailler là-dessus pour qu'au final, on soit fiers de ce qu'on fait puis qu'on soit genre dans le plaisir aussi. Là, ouais, exact. Puis c'est ça, c'est un des thèmes justement qu'on avait abordé un peu, là, justement, comme quand tu finis comme une étape ou quand tu finis une course, c'est de prendre le temps d'être content de toi, peu importe en fait les résultats, même si tu n'as pas atteint à 100% l'objectif que tu avais pour ta course, par exemple. De prendre le temps d'être fier, puis de prendre le temps de décompresser un peu. Puis j'ai comme appris de ça, puis là, je le fais un petit peu plus justement avec le... Qu'est-ce que tu as fait dans la dernière saison comme épreuve sportive? J'ai pas trop suivi, honnêtement, ce que tu as fait. Mais en fait, la façon que je le vois, c'est un peu plus par rapport au doctorat. Mettons que là, après, j'ai vraiment plus pris le temps d'être fier de moi, parce que souvent, je me laissais pas l'opportunité d'être fier de moi, en fait. Fait que là, j'ai plus été... Je me suis permis, justement, de ça, puis prendre le temps de plus relaxer un petit peu dans les derniers jours, semaines qui sont... C'est difficile relaxer? C'est quand même difficile, parce que surtout, là, c'est comme... J'ai tellement plein de projets, puis c'est des projets qui m'excitent, fait que je vais mettre beaucoup de temps là-dessus. Fait que là, c'est plus de prendre le temps de, justement, comme... prendre le temps de prendre le temps exactement là, tu sais, c'est ça. Je suis tellement comme toi aussi, des fois par moment je me fais avoir par mon enthousiasme, puis genre j'ai vraiment de la difficulté à répondre non quand je vois un projet qui m'enthousiasme parce que je suis comme ça me tente tellement. Ouais, je sais pas comment ça va fitter dans c'est comme un bon problème dans le fond là, parce que c'est des projets qui t'excitent, mais justement après des fois j'entendais des gens qui parlaient de ça, c'est comme si tu dis oui à tout, mais dans le fond tu dis non à certaines choses en tant que tel. Dire non à certaines choses, mais c'est dire oui à d'autres choses que tu priorises plus. Moi aussi ça m'a beaucoup marqué. C'est comme un travail constant que je fais, mettons. Je me sens comme ça moi aussi.
Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. OK, fait qu'aujourd'hui, on a parlé de culture, on a parlé des réseaux sociaux, justement, qui poussent des tendances un peu, là, au niveau de nos réseaux sociaux, au niveau de la culture du sport. Fait que, pour parler de ton doctorat, on parle de l'impact de la chaleur, finalement, de l'acclimatation à la chaleur. Est-ce qu'il y a des choses... Comment tu le résumes, ton doctorat, mettons, facilement, quand les gens te en fait, mon doctorat, c'est... Mon but ultime, c'est genre d'étudier les choses qui peuvent permettre d'optimiser ta performance à la chaleur. Ouais. Puis dans le fond, dans ma thèse, dans le fond, j'ai comme inclus trois articles. Fait que, le premier, c'est sur les stratégies de refroidissement. Fait que c'est plus sur le bandeau Omnius que on a notamment vu à Santinan ou Eliop Kipchoge au marathon de Paris qui le portait. Fait que c'était quand même cool parce que je venais juste de publier l'article. Fait que ça l'a permis de faire connaître un peu ce bandeau-là parce que avant je pense que c'est un peu ça dans un thème souvent que il était très populaire en triathlon. Ouais. Parce que souvent, les triathlètes, on a tendance à... Tous les petits gadgets, on va les essayer. Ouais. Puis après, c'était nouveau que ça commençait à t'intégrer un peu dans le monde de la course à pied. Fait que ça, c'est comme... Fait que je me suis beaucoup intéressé à toutes les stratégies pour permettre d'optimiser la performance en termes de refroidissement, soit avant ou pendant l'effort. Une autre étude, c'est plus par rapport à... pas hydraté avant un effort avec l'ingestion de beaucoup de liquide. J'aurais besoin que tu m'expliques ça parce que ça, je t'avoue que dans ce que j'ai lu, puis comme je te dis, j'ai pas lu ta thèse au complet. Là, j'ai vraiment lu l'intro puis l'abstract, mais cette partie-là, c'est celle que je comprenais le moins. Fait que je vais sans doute avoir des questions. Puis la dernière, c'était vraiment sur le capteur de puissance, capteur de chaleur. Là, exact. En fait, ça, c'est un appareil, dans le fond, qu'on avait validé pendant justement l'étude sur l'hydratation au glycérol. C'est un appareil qui est de plus en plus utilisé. En fait, cette équipe-là a des partenariats officiels avec beaucoup d'équipes cyclistes comme au niveau Tour de France, puis même des partenaires comme... Il y a beaucoup d'autres équipes qui l'utilisent sans que ce soit un partenaire officiel. Ouais. Même on voit beaucoup en triathlon, les Norvégiens l'utilisent beaucoup. Ouais. En fait, même l'entraîneur de l'équipe, l'entraîneur de Blumenfeld puis de Gustav Iden, en fait, lui, ce qui est intéressant, c'est que comme quand les compagnies veulent travailler avec les athlètes, comme ils vont commanditer, en fait, Blumenfeld puis Gustav Iden, mais il y a aussi un intérêt, dans le fond, parce que cet entraîneur-là, il est tellement... geek. Il est tellement geek, puis il a un background d'ingénieur. Fait il investit financièrement dans ça, puis il développe les produits. Fait qu'il y a aussi comme même un VO2 Master, dans le fond, l'appareil métabolique. C'est aussi comme un partner de cette compagnie-là, fait qu'il aide à développer ces produits-là. Un billet, donc, aussi. Il y a un petit billet, je peux dire par rapport à ça. Parfait. Fait que c'est un peu de valider un peu cet appareil-là, parce que il y a quand même un intérêt, on va en parler justement, de mesurer ta température pendant l'effort, puis il y a plein de façons qu'on peut le mesurer dans un laboratoire, que ce soit comme œsophagien ou rectal ou gastro-intestinal, mais c'est pas des choses qui sont vraiment possibles ou c'est soit invasif ou très coûteux. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qui sont accessibles pour le monsieur, madame, tout le monde, même la majorité des athlètes. Fait que je pense que c'est un besoin de créer des appareils comme ça qui vont estimer ta température corporelle, qui sont relativement peu coûteux, puis pas invasif, mais il faut que ça soit quand même valide puis que ça dise la vraie température, parce que sinon, c'est pas utile. 2, ça peut être dangereux si ça sous-estime ta température, puis dans le fond... T'es en train de... Exact. Si ça dit, dans le fond, t'es à 40 degrés Celsius de température corporelle, mais ton appareil te dit que t'es à 38 ou peu importe, c'est quand même... Ça peut être possiblement même dangereux aussi. Là, on va parler plus, mais l'écart est pas autant... C'est pas 2 degrés Celsius de... Non, c'est ça. En disant, j'ai vu dans ta face, puis je me suis dit aussi, ça doit être plus mince que ça, les différences. OK, parfait. Mais je commence quand même par... c'est important, des fois, moi, je trouve, pour raconter des histoires comme ça, qui est de la science, de rattacher ça à des histoires des événements plus personnels par rapport à la chaleur, tu sais, tout ça, parce que comme ça, je trouve que ça concrétise un petit peu le storytelling pour que les gens se rappellent justement des bonnes pratiques et des faits. Fait que j'avais le goût de te demander, toi, tes performances à la chaleur, y en a-tu une significative que tu te rappelles d'une performance soit facile ou difficile, ou ça peut être soit tu as eu vraiment de la misère, soit tu t'es dit, Colin, j'ai bien réussi, même s'il faisait super chaud? Ouais, en fait, je dirais comme quand j'étais plus jeune, je faisais triathlon, sprint, olympique. On faisait souvent... À quel âge qu'on arrête d'être jeune, Antoine?
Moi, je suis encore jeune. Je me dis, dans mon cœur, je suis jeune. Mais ouais, c'est quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de triathlon au Mexique, tout ça, mais relativement, je pense que je tolérais quand même assez bien la chaleur, mais c'est quand même des épreuves courtes. Mais c'était du quoi, du olympique? Ouais, sprint à olympique, je dirais. Puis, mais ma pire performance, en fait, c'était un triathlon en Guadeloupe. Puis c'est drôle parce qu'un de mes membres de jury pour ma défense de thèse, lui, c'était quelqu'un justement de l'Université des Antilles, fait qu'à Guadeloupe. Fait que lui aussi connaissait bien justement ce triathlon-là. Puis c'est un triathlon qui a lieu en février. C'est un triathlon majoritairement amateur, mais il invite tout le temps quelques professionnels. Puis fait que il me semble que c'est en fin février, quelque chose comme ça. Fait que j'étais vraiment pas acclimaté à la chaleur. Puis après, je pense 10 km de course à pied parce que c'était un 70.3. J'ai complètement... En fait, j'avais tellement chaud, je sentais justement que je commençais à faire un coup de chaleur. J'ai décidé de juste mettre ma tête dans le fond d'un bac avec la glace. Il devait y avoir des liquides dedans, sûrement aussi, des bouteilles. Puis je pense que c'est soit l'effet de comme complètement descendre ma tête dans le fond en bas, ou aussi le fait de choc de chaleur. J'ai complètement comme... T'es pas sorte? J'ai passé un petit peu. C'était un peu flou dans ma tête. Mais je sais qu'ils m'ont dit on va le mettre sur le côté puis tout. Puis après, j'ai complètement... Tu sais, j'étais plus là du tout. Fait que ça, je dirais, c'était peut-être ma pire expérience de... Ça a-tu pris du temps à t'en remettre? Genre, mettons, 1 ou 2 journées complètement... Tu sais, parce que des fois, dans le coup de chaleur, tu restes un peu... Non, ça n'a pas été si pire que ça, il me semble. Je pense justement, vu que si j'avais pas eu comme le fait de mettre ma tête dans l'eau froide, dans le fond, qui a causé justement comme mon... Tu serais rendu beaucoup plus loin dans ton... Là, j'aurais vraiment fait peut-être un coup de chaleur parce que j'ai arrêté par... Mon corps shut down, en fait, en tant que tel. Fait que ça a peut-être été une bonne chose que ta course s'arrête là. Que s'arrête là, en fait, exactement. Puis y a-tu une fois où tu as performé puis tu t'es senti que tu l'avais bien maîtrisé, cette adaptation-là à la chaleur? Ouais, c'est bizarre parce qu'on s'en souvient un peu moins de ces... Quand ça se passe normalement, c'est comme... Tu dis, OK, mais c'est normal. Mais des fois, tu vois les autres sur le parcours qui ont de la difficulté, là. Exactement. Puis je pense que... moi... Je pense pas que je suis quelqu'un de rapide ou de performant nécessairement, mais j'aime les conditions difficiles. Fait que peu importe c'est quoi les conditions. C'est comme quand c'est chaud, je pense pas que je performe mieux à la chaleur, mais j'aime ça quand c'est dur parce que mon côté psychologique est assez bon. Fait que c'est plus un côté psychologique que je pense que quand justement c'est des conditions difficiles d'un point de vue, mettons, de chaleur, je pense que vu que je suis capable de pousser mes limites des fois un peu trop, mais je suis capable de quand même relativement bien performer dans ces conditions-là. Ouais. Puis le choix d'aller vers ton doc sur ce sujet-là, c'est-tu relié à ces événements-là ou c'est relié au fait que c'était culturellement devenu un peu une tendance En ce moment, on dirait que je le vois, là, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent à la chaleur, probablement, qui veulent s'adapter à la chaleur en portant des vêtements, par exemple, en faisant du vélo, des choses comme ça. Est-ce que c'est à cause que la culture t'a senti une vague par là? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aligner vers ça? En fait, c'est que quand j'ai fait ma maîtrise à Trois-Rivières, puis pendant ma maîtrise, dans le fond, il y a David Jecker, qui est physiologiste d'exercice. Lui, il faisait une étude parce qu'il faisait il débutait en fait son doctorat à Sherbrooke. Puis il faisait une étude en vélo là-bas, puis c'était comme une affaire de comme 6 heures de vélo environ, à la chaleur, tout ça. Puis moi, ça m'intéressait, puis j'étais comme participant pour ça. Okay. Fait que là, c'est là que j'ai pris connaissance de ce laboratoire-là, du directeur de recherche. Puis je trouvais ça intéressant un peu dans le fond. Ça me dit de quoi? Ça me semble que je t'ai vu faire ces affaires-là. Là. C'est comme quelque chose... Il y a 2-3 ans, là. En fait, c'est juste un peu avant mon début du doctorat. Fait que peut-être ça fait comme 4 ans, dans le fond. Puis c'est quand même quelque chose assez intense, mais... J'imagine. Vous étiez combien à faire le test? Pas tant que 6 heures. 6 heures. Mais en fait, il me semble que c'était peut-être un 5 heures, puis après, t'avais un time trial de comme... Je me souviens pas exactement, là. OK. Puis c'était en fait sur les... si je me souviens bien un peu, c'est plus sur les différentes stratégies d'hydratation, dans le fond. Ouais. Puis là, c'est ça, j'ai pris connaissance un peu, tu sais, des études qui se faisaient là-bas. Puis dans le fond, c'est un laboratoire qui est tout axé, dans le fond, sur la thermorégulation, dans le fond, la performance à la chaleur. Beaucoup plus aussi un focus sur l'hydratation. Okay. Fait comme moi qui est rentré là-dedans, c'est un peu plus, tu sais, oui, c'est la chaleur, mais les stratégies de refroidissement, c'est un peu plus nouveau à ce laboratoire-là. Puis là, ça change. En ce moment, il y a un étudiant, en fait, qui étudie l'application de la chaleur, mais pour performer dans les efforts explosifs ou de force. Fait que ça, c'est complètement... Tu sais, ça reste dans la chaleur, mais c'est quand même différent de ce qu'on a plus l'habitude, dans le fond, d'étudier dans ce laboratoire-là, tu sais. Oui, parce que ce que tu dis, finalement, c'est que moi, je réalise que, tu sais, toutes les années...
quand j'ai commencé à faire de l'endurance, quand j'ai arrêté la natation à peu près en 2004-2005, puis j'ai fait du triathlon, mes seules stratégies, c'était genre d'avoir une casquette, de bien m'hydrater, puis de... Tu sais, les stratégies de refroidissement, c'est quand même... C'est assez récent, C'est je pense. assez récent, ouais. Puis tu vas le voir vraiment, là, c'est comme quand tu regardes vraiment les études, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un Jeux olympique qui va être dans un événement chaud, là, le nombre d'études là-dessus va augmenter. Soit le nombre de vraies d'études, mettons, interventions, mais pas de fausses études, mais il y a aussi après beaucoup d'articles de review, mettons, ou juste des articles comme recommandations, qui est comme le plus pertinent parce que des fois aussi, surtout quand c'est comme open access, mais c'est accessible à tout le monde, puis ça permet justement de comme soit un entraîneur, un physiologiste, mais il va lire le papier, puis ça va faire un peu le résumé de c'est quoi les recommandations. Fait que avant Tokyo, il y en a eu vraiment beaucoup. Là, les prochains Jeux, mettons, à Los Angeles, clairement, il va y avoir une autre augmentation, puis étant donné aussi que le réchauffement climatique puis le nombre de vagues de chaleur augmente, c'est ça va faire que l'importance de ça devient plus important. Puis il y a aussi de plus en plus d'événements qui ont lieu comme au Qatar, des pays comme ça, que c'est très chaud parce que aussi c'est les pays qui ont beaucoup d'argent pour avoir ce type d'événement-là. Ah, t'as raison. Mais là, ça devient problématique. Là, c'est très... Oui, parce que là, finalement, c'est la sécurité de l'athlète là, qui est en jeu là, quand on touche à ces zones-là. Exact. Puis là, en plus, même, il y a le point de vue, il y a le point de vue comme les recommandations pour les coachs, physiologistes, les entraîneurs, mais aussi des recommandations, dans le fond, pour l'organisation. Comme c'est quoi les règles aussi qui doivent être appliquées? Les limites, même, c'est intéressant. En fait, comme quand tu vas à la plage, des fois, il y a différents flags par rapport aux conditions d'eau, si c'est dangereux. Ouais. Mais en fait, là, maintenant... Ou même, le UV, là, faites attention de ne pas vous exposer trop grande chaleur si vous avez des problèmes. Exact, c'est ça. Maintenant, il y a ces drapeaux-là pour la chaleur. Fait que là, selon un peu, pour les gens qui vont participer à l'événement, mais ils vont voir, par exemple, si c'est en fait, quand c'est noir, je pense que c'est comme l'événement ne devrait pas avoir lieu, est annulé. Mais après, il y a différentes catégories de comme... là, c'est comme un risque léger. Fait qu'il y a comme certaines recommandations à ça. Puis après, un risque moyen. Puis après... Est-ce que tu penses que les gens réalisent, là, vraiment... Tu sais, c'est peut-être un petit peu hors sujet, là, mais est-ce que tu penses que les gens réalisent vraiment, avec ton expérience dans le milieu du sport d'endurance, les risques de la chaleur? Oui puis non, parce que veux pas... Mais surtout les athlètes, c'est comme on veut performer à notre plus haut niveau. Je pense que quand il y a une vague de chaleur, par exemple, on va voir sur Radio-Canada, par exemple, on va dire, sors pas dehors, tu fais du sport, mais va dans les endroits ombragés, bois beaucoup. Mais veux pas, si tu es un athlète, tu veux performer, tu veux gagner, tu veux faire un bon temps. Fait que tu vas arrêter d'écouter un peu. Tu vas pas ralentir nécessairement ton effort parce que tu veux quand même performer. Fait que c'est plus ça que comme qui est difficile. Fait que pour ça que des fois, c'est même l'organisation qui doit annuler, ouais. Ou, même, je sais que championnat du monde, il me semble que c'est à Doha, le marathon ou certaines épreuves d'endurance avaient lieu à minuit le soir. Ouais. Parce que sinon, la journée... comme la Coupe du monde de soccer. Là, exact, c'est ça. C'est tellement chaud dans la journée que tu n'as pas le choix. Fait que c'est certaines choses qu'il faut faire. Ou, même, ils ont tellement de budget aussi que, dans le fond, leur stade, dans le fond, d'athlétisme, mais c'est comme dans un endroit climatisé. Ouais. Ce qui est peut-être pas la meilleure solution, mais... Est-ce qu'il y a une différence entre comment tu abordais justement tes races à la chaleur puis maintenant, après avoir fait ton projet? Mais en fait, je pense que j'ai un bon exemple en tête. Parce que, justement, pendant la maîtrise, je me souviens justement que là, j'avais pas vraiment de connaissances. Mais mon sujet de maîtrise n'était pas du tout lié à la chaleur. Mais j'avais quand même un intérêt à ça. Puis je m'entraînais pour un Ironman à Chattanooga où il annonçait presque jusqu'à 40 degrés Celsius de température. Fait que je savais que comme l'acclimatation à la chaleur, c'est important. Mais c'est là comme justement, c'est un exemple de trop se pousser. Parce que je pense que j'avais fait un 5 ou 6 heures de vélo à l'intérieur, sans ventilateur, mais avec des chaufferettes comme quasiment vraiment proches de moi. Puis après 5 heures, j'étais comme... Là, il faut que je prenne une douche froide parce que ça va pas du tout. Ouais. Fait que là, en ce moment, maintenant, je sais que l'acclimatation à la chaleur, ça peut vraiment aider à la performance, mais j'ai aussi les effets négatifs surtout si... De le faire tout croche. De le faire tout croche, exactement. de le pousser, puis si tu fais un coup de chaleur pendant ton entraînement, mais ça peut... Rendu là, le bénéfice de ta séance est pas là parce que les jours après, tu vas pas... c'est pas bon pour ta santé, mais même d'un point de vue de performance pour ta planification, tu nuis à le reste de tes trainings. Ouais. Fait que c'est un peu plus, oui, de faire l'acclimatation à la chaleur, mais de le faire de façon intelligente. Mm-hmm. Puis, est-ce que, dans le fond, j'avais comme
la question de fond, moi, qui me traînait dans la tête, c'était de dire, est-ce qu'on doit faire une acclimatation à la chaleur plus que les stratégies de refroidissement? Tu sais, à quel point, mettons, qu'est-ce qui va avoir le plus de bénéfices? De s'exposer beaucoup à la chaleur pour entraîner ton corps à être tolérant ou d'avoir des meilleures stratégies de refroidissement? Bien sûr, faire les deux, là, j'imagine. Ouais. Mais tu sais, il y en a-tu un qui... Tu sais, parce que je me dis, c'est moins invasif et moins dangereux de probablement... Juste faire des stratégies de refroidissement, mettons. Mais en fait, c'est un peu... Le refroidissement, c'est un peu un band-aid si t'as pas fait, dans le fond, la stratégie d'acclimatation, tu sais. OK. Surtout si tu planifies, mettons, une course importante, quelqu'un va s'entraîner pour les Jeux Olympiques, quelque chose de gros, là, d'avance, il faut que tu planifies, dans le fond, une stratégie d'acclimatation dans les semaines ou mois avant. Mm-hmm. C'est plus, dans le fond, les stratégies de... Puis, tu sais, ces athlètes-là vont aussi faire une stratégie de pré-refroidissement, par-refroidissement, dans le fond, refroidissement pendant, puis même aussi post-refroidissement. Ouais. Il y en a que, tu peux peut-être t'en sortir, surtout les athlètes qui ont... Ça arrive, là, surtout... Les athlètes font tellement beaucoup de courses, puis des fois, ils n'ont pas nécessairement le temps de faire tout le temps une acclimatation à la chaleur. Ouais. Des fois, ils peuvent s'en tirer quand même pas si pire en faisant seulement une stratégie de refroidissement pendant ta course, puis même aussi avec un pré-refroidissement. Mais c'est sûr que la combinaison des deux, c'est la meilleure option. Puis d'un point de vue, les adaptations physiologiques sont vraiment meilleures, dans le fond, avec l'acclimatation à la chaleur. Les effets vont être plus importants. Ouais, je comprends. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que la mode aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui font de l'acclimatation à la chaleur, mais pour améliorer leur performance. C'est ça, j'allais dire. Dans des conditions tempérées, dans le fond, juste pour augmenter, en fait, leur performance de façon générale. Pourquoi, hein? Ça sort de où, ça? En fait, c'est quand même... C'est assez récent, mais tu sais, dans les dernières années, tu regardes un peu les études sur l'adaptation à la chaleur, il y a certaines études qui vont dire « Ah, ça pourrait possiblement aussi augmenter... la performance dans les conditions tempérées. Fait que, tu sais, mettons, il fait autour de 18-20 degrés Celsius. Mais c'est pas toutes les études qui vont montrer ça. T'sais. Fait que je pense que... Ça suggère. Fait que c'est suggère pas clair. ça. C'est comme... Ouais. Pour que... Mais en fait, je peux peut-être expliquer de façon générale, c'est quoi les bénéfices justement de l'acclimatation à la chaleur. Mm-hmm. Il y en a quand même vraiment beaucoup. Premièrement, même dans... En fait, l'adaptation à la chaleur, de façon bref, c'est de passer du temps en conditions chaudes. C'est très simple, c'est ça. Tu fais ça de façon passive, fait qu'aller dans un bain chaud, un sauna, un spa, ou de façon active, fait que dans le fond, tu fais ce qu'on voit beaucoup, là, dans le fond, des gens qui vont aller sur leur tapis roulant ou sur leur vélo à l'intérieur, puis ils vont seulement mettre des vêtements chauds. Moi, ce que j'avais plus tendance... Parce que j'ai même pas trop le feeling de mettre des vêtements chauds, c'est juste mettre beaucoup de chaufferettes autour de moi. Puis tu sais, je t'imagine. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Même en fait, ce qui est drôle, c'est que il y a un petit... Pour les Jeux olympiques de Paris, en fait, la qualification pour les Jeux olympiques de Paris avait lieu à Los Angeles. Puis celui qui s'est qualifié pour les Américains, je me souviens pas de son nom, mais lui, en fait, qui avait fait un système, c'est un chicken coop, comme l'endroit où, justement, qui réchauffe les... Une rôtissoire, genre? Non, mais en fait, c'est pour comme... Justement, c'est quand il fait froid, mais c'est pour permettre que les... oui, genre des trucs à infrarouge là, pour garder les poulets, ils gèlent pas dans le fond dans le froid. Oui, je comprends. Fait que là, il avait installé ça autour de son tapis roulant. Fait que, ça fait très longtemps que les gens savent les bénéfices de l'acclimatation à chaleur. Mais il y a plein de différentes stratégies. C'est quoi les changements qui s'opèrent dans ton corps? C'est la capacité d'envoyer du sang à la surface de ta peau pour... c'est quoi? C'est ça. En fait, quand tu fais ça, c'est comme... Premièrement, quand tu fais un effort, peu importe, tu as beaucoup de chaleur métabolique qui se produit. Produite par ton corps, ouais. Et tu sais, dans le fond, notre corps, notre corps est efficace à seulement 25 à 30 %. Fait que dans le fond, si tu as un... Par exemple, pour
pousser 300 watts Ouais. de vélo, fait que de force mécanique. En tant que tel, tu produis 1000 watts d'énergie oui. en tant que tel. Comme un moteur thermique de voiture, ça a une Exact. efficacité Puis il y en a assez... qui vont être ouais. plus efficaces que d'autres. Fait que la Fait que conversion... tu as un 700 watts, par exemple, qui se dissipe comme chaleur Ok. que tu produis. Wow, C'est c'est pour bon, ça que tu sais, dès que tu fais un effort, Ouais. peu importe s'il fait chaud ou pas, Ouais. ta température corporelle augmente beaucoup. Puis c'est pour ça que même dans les conditions tempérées, tu vas avoir des gens qui vont... Tu sais, c'est même possible de faire un coup de chaleur dans les conditions de Tempéré. température tempérée parce que ta production de chaleur est vraiment grosse. Fait que on a vu des études, par exemple, que la température corporelle était plus que 40 degrés Celsius à la fin de l'effort, puis il faisait pas vraiment, vraiment chaud. Mais là, quand il fait chaud, c'est que tu as aussi la chaleur ambiante qui augmente, qui rend ça encore plus difficile. Ouais. Tu as le rayonnement du soleil. Tu sais, le vent peut avoir un facteur ou pas. Tu sais, si le vent peut te refroidir dans certaines conditions. Puis ce qui est difficile, c'est dans le fond, dans les conditions tempérées, si tu augmentes ta température de 37 à 38, mais il fait 20 degrés dehors, il y a un gradient de température entre ta peau, ton corps, ta peau et l'environnement. Ouais. Puis là, c'est la façon, dans le fond, que tu dissipes ta chaleur juste comme ça. Puis tu as aussi ta production de sueur qui va être un autre mécanisme pour évacuer la chaleur. Ouais. Mais là, quand la température extérieure est chaude, là, il n'y a plus vraiment de gradient de température entre ton corps, ta peau, L'extérieur. puis l'extérieur. Fait que là, la majorité, dans le fond, du mécanisme pour dissiper la chaleur, ça va être la production de sueur. C'est pour ça Parce aussi que ta chaleur massique de l'eau est élevée, fait que idéalement tu sors de l'eau, genre. Puis... C'est ça. Si tu produis de l'eau, quand ça évapore, ça dissipe de la chaleur. Parce que même si il fait 35, mettons, il va faire 40 degrés Celsius, mais là, tu gagnes, en fait, de la chaleur de l'environnement. Fait que là, ça devient très, très difficile. Ouais. C'est pour ça que, dans le fond, quand c'est chaud et humide, c'est le plus difficile parce que, tu peux pas évaporer ton eau. Tu veux pas évaporer. L'eau est quasiment saturée dans l'air. Fait que là, ça devient très difficile, justement. On dirait que je suis dans mon cours de biologie. Ouais, je suis comme, wow, c'est fascinant. Fait que c'est un peu ça que tu veux essayer de répliquer, justement, quand tu fais ton alimentation à chaleur. Tu créer un gros stress thermique. Externe. Externe. En plus, si tu le fais de façon active, dans le fond, en plus avec ta production de chaleur métabolique. Fait que là, dans le fond, pour essayer de dissiper ta chaleur, mais tu as une augmentation de ton volume, ta fréquence cardiaque, parce qu'il y a beaucoup de... Dans le fond, ton sang, il y a une compétition entre ton sang pour tes muscles. Tes muscles ont besoin d'oxygène, mais aussi, tu veux avoir du sang qui sont dirigés vers ta peau pour essayer de dissiper ta chaleur. Fait que là, il y a moins de sang pour tes muscles, ça devient très difficile. Ouais. Fait que là, dans le fond, ton volume plasmatique disponible pour tes muscles diminue. Fait que là, ton rythme cardiaque essaie d'augmenter pour compenser ça. C'est pour ça, justement, que ta fréquence cardiaque augmente beaucoup d'un effort à la chaleur. Mais aussi, en plus, il ajoute ça. Dans le fond, si tu sues, ton volume total d'eau diminue, ton volume plasmatique diminue. Fait que là, t'as vraiment, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, la surcharge cardiovasculaire, qui est le stress le plus important quand tu fais un effort à la chaleur. C'est un peu ça que, dans le fond, tu veux essayer de produire quand tu fais ton acclimatation à la chaleur. Puis à force de faire ça, c'est l'idéal, justement, c'est pour que ça soit une acclimatation à la chaleur efficace, il faut que, tu sues, il faut que ça soit suffisamment chaud puis que l'effort soit suffisamment important pour que tes mécanismes, justement, de augmentation de l'influx sanguin et l'augmentation de la sudation soit présents. Puis en plus aussi une augmentation de ton rythme cardiaque. Okay. Comme ces trois aspects-là sont importants justement pour l'acclimatation à la chaleur soit important. Mais même si tu vas dans un sauna, tu vas le voir, ton rythme cardiaque va augmenter quand même beaucoup. Puis même des fois, ça représente quasiment un effort en zone 1, par exemple, de course à pied ou de vélo tellement... C'est tellement difficile que ton rythme cardiaque, des fois, il peut atteindre 110, 120 au repos, juste parce que tu es assis. Fait que c'est quand même très, très intéressant pour ça. Pour ça que, juste d'un point de vue général, d'aller dans un sauna, surtout même pour des gens qui sont plus âgés ou qui ne vont pas faire de sport, ça a des aspects intéressants juste d'un point de vue de longévité pour réduire les problèmes de cardiovasculaires. Mais là, c'est moins le sujet de ça. Mais demande, en fait, puis là, dans le fond, l'acclimatation à chaleur vont permettre d'initier les mécanismes de thermorégulation. C'est ça, à long terme, qui va avoir ces adaptations physiologiques. Fait que, premièrement, en fait, ça va permettre de réduire ta fréquence cardiaque au repos.
puis aussi pendant un effort. Fait que pour le même effort. Fait que dans le fond, le but, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement au niveau de tes mécanismes de dissipation de la chaleur? C'est que tu vas être capable d'amener plus facilement ton sang à la surface de ta peau. Tu sais, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que, tu sais, mettons, tu le mets en zone où est-ce qu'il doit s'adapter. Ouais. Mais c'est quoi les adaptations qui se passent? C'est que tes capillaires, ils se dilatent plus facilement, tu sais, au niveau physiologique. Mais en fait, il y a aussi premièrement, c'est que dans le fond, ta sudation. En fait, de façon générale, tu as un threshold de température corporelle avant d'initier la sudation. Okay. C'est pour ça que tu ne sues pas tout le temps. Moi, il est genre très bas. Je suis très facilement, mettons. Fait que moi, mettons, dans mon cas, qui tolère pas bien la chaleur, parce que, est-ce qu'on pourrait dire ça, que je tolère pas bien la chaleur si j'ai chaud rapidement puis je vais suer rapidement? Au contraire, en fait, parce que ta sudation, l'acclimatation à la chaleur va diminuer en fait ton seuil. Tu sais, tu vas commencer à suer plus rapidement. Fait que je suis correct, je suis déjà bon. C'est bon, ouais, c'est ça. Ta sudation, c'est quelque chose qu'on veut chercher. Fait que ton seuil pour initier la sudation va être plus bas. Puis aussi, ta production de sueur va être plus élevée. Fait que tu vas produire plus de sueur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ta sudation est plus efficace dans le sens que tu vas conserver plus d'électrolytes à l'intérieur de toi. Fait que ta concentration d'électrolytes ou plus précisément de sodium, parce que c'est le sodium qu'on s'intéresse le plus parce que c'est l'électrolyte le plus présent dans ta sueur, ta concentration de sodium va diminuer dans ta sueur. Fait que tu perds moins de sodium, tu le conserves un petit peu plus. Ça devrait être ça. C'est ça que tu vas avoir comme adaptation avec ton acclimatation à la chaleur. Puis aussi, dans le fond, tu vas avoir aussi une augmentation du volume plasmatique. Puis ça, en fait, même après juste 4-5 jours, tu vas commencer à avoir certaines de ces adaptations-là. Tout ce qui est un peu cardiovasculaire, volume plasmatique, 4 à 5 jours, c'est suffisant. Donc, si tu fais comme environ 1 heure à 1 heure et demie à chaque jour pendant 4 à 5 jours dans la chaleur, déjà là, tu vas commencer à avoir certaines adaptations. Puis pour avoir toutes les autres adaptations qui sont par rapport à ta température corporelle au repos, l'effet sur ta sudation, là, ça va prendre un 10 à 14 jours minimal pour avoir complètement toutes les adaptations physiologiques intéressantes. Puis aussi, le côté psychologique est quand même très important dans le sens que, justement, comme quand je m'entraîne, j'allais performer, mais j'allais faire un triathlon en Guadeloupe. Ouais. Donc, si j'avais fait de l'acclimatation à la chaleur, ce que je n'avais pas fait, d'un point de vue aussi psychologique, tu t'adaptes à ça. Veux pas, ta perception d'effort à la chaleur va aussi diminuer. Ta perception de la chaleur aussi va diminuer. Puis, le côté psychologique par rapport à ta performance, en fait, de façon générale, mais encore plus ta performance à la chaleur, est très important. Fait que si tu es capable de penser qu'il fait un peu moins chaud qu'il fait réellement, ça peut te permettre de te pousser encore plus puis mieux performer dans ton effort. Moi, mon problème, c'est probablement mon psychologique parce que, mettons, quand j'arrive dans des conditions chaudes, genre, pas que je suis dans la performance, mais simplement quand il fait très chaud à l'extérieur, je me sens, même si mes mécanismes, mettons, de sudation débutent rapidement, je me sens las, je me sens découragé, genre, parce que cet inconfort-là. Puis j'ai l'impression que le problème aussi, c'est probablement que je m'expose moins maintenant qu'avant, simplement parce qu'il y a de l'air climatisé un peu plus partout. Ça se peut-tu, exact. ça? Ouais, Comme, mettons, en fait, c'est aussi une acclimatation naturelle qui se fait dans le fond. Quand je passais la journée dehors, genre comme sauveteur à piscine, genre probablement que j'étais bien plus adapté. Au courant de l'été, tu continues à t'acclimater aussi en tant que tel. Fait que dans le fond, ici, il y a une distinction entre acclimatation puis acclimatisation. OK. Fait qu'en anglais, c'est comme acclimatation puis acclimatization. Fait que dans le fond, l'acclimatation, c'est de façon artificielle. Fait que ça soit, aller dans une chambre environnementale qui fait chaud ou mettre des vêtements chauds puis t'entraîner. Versus l'acclimatisation, c'est par exemple, soit naturellement, il fait chaud dehors puis tu t'entraînes, ou tu décides de passer 1 mois à Hawaï pour t'entraîner, par exemple, pour les Jeux de Tokyo, parce que, mettons, l'équipe canadienne de triathlon ont fait. Fait que c'est comme on pourrait dire passif versus actif. Là. Une genre de manière, acclimatisation, c'est juste... Mais dans un sens, les deux, c'est actif parce que dans le fond, le but, c'est dans le fond de faire un camp d'entraînement. Ça, c'est l'idéal parce que dans le fond, si tu veux le plus répliquer le plus possible les conditions de la course, puis des fois, tu vois un peu certaines erreurs, puis même de... Je sais qu'Alistair Brownlee, avant, par exemple, le championnat du monde à Hawaï, il a décidé de faire son acclimatation à la chaleur, mettons, en Arizona, qui est très chaud, mais c'est très sec. Fait que tu vas pas répliquer, dans le fond, les conditions d'Hawaï. Puis ta sudation, elle marche vraiment bien quand c'est sec. Fait que, exact. Oui, c'est sûr que tu vas avoir certains effets bénéfiques. En tant que tel,
acclimatation à la chaleur pour performer dans un événement chaud va pouvoir t'aider. Mais c'est sûr que dans le plus possible, tu essaies de le répliquer le plus possible. Puis même un facteur qui est très difficile à répliquer, dans le fond, surtout si tu le fais de façon artificielle, c'est la radiation du soleil. Ça, c'est très à part très peut-être difficile. le gars, l'Américain au jeu de Los Angeles, parce que s'il y avait de l'infrarouge, c'est de la radiation. Exactement. En fait, nous, dans notre lab à l'université, dans le fond, on a aussi des grosses infrarouges, ampoules très chaudes qui vont diffuser aussi de la chaleur. Ouais, fait que ça, c'est un peu le plus possible de s'approcher à ça, c'est le mieux. C'est pour ça que peut-être que l'acclimatation à la chaleur de façon active est un peu plus intéressant parce que tous tes mécanismes de thermorégulation sont encore plus importants. C'est le plus possible, dans le fond, tu répliques en fait l'effort que tu vas faire. Ouais. Mais il y a aussi une option, dans le fond, que je trouve qui est très intéressante, c'est dans le fond de combiner actif et passif. Fait que dans le fond, puis même la partie active, tu n'as pas besoin de aller dans un environnement chaud. C'est juste, surtout si tu cours dehors, il fait comme 20-25 degrés. Ouais. Pas très, très chaud, mais quand même, c'est pas l'hiver. Après, déjà là, ta température corporelle va être au moins en haut de 38 degrés Celsius. Là, après, tu fais un bain d'eau chaude. Fait ça, c'est très simple. N'importe qui peut faire ça. C'est juste un bain chaud. Ouais. Non, c'est juste que, tu sais, mettons, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Exact, ouais. C'est pour ça que j'ai fait ces yeux-là. Mais, tu sais, déjà là, au lieu de prendre un bain, puis là, ta température est à 37, là, ça va prendre un bon moment, atteindre 38. Puis ce qu'on recherche, nous, en fait, c'est au moins une température de 38,5 de température corporelle. Chaud, ça, là, c'est quand même chaud. Mais là, au moins, si tu débutes, puis tu te rends dans ton bain, tu es déjà à 38, ça va pas être long avant d'atteindre une température de 38,5. Fait que ça facilite un petit peu en fait, ton acclimatation passive est plus importante, tu sais. Là, je suis dans le bain, là. J'attends quoi, là? Parce que, mettons, j'en reviens de courir, je m'en vais dans le bain chaud, là, que j'attends, je toffe ça jusqu'à quand? Idéalement, c'est comme mettons un 20-30 minutes, déjà, ça peut être efficace, mais c'est sûr, parce qu'un bain, ça peut... J'ai pas le temps pour ça, toi. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que, en termes de quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, l'acclimatation active, c'est le plus intéressant parce que, anyway, tu vas faire tes entraînements. Le problème, c'est dans le fond, tu veux pas que... Je pense que c'est un peu ça le problème un peu en ce moment avec justement qu'on parlait, tout ce qui est réseaux sociaux, les influenceurs qui vont... Moi, j'ai juste peur pour les clients. Mon travail, c'est la santé des cyclistes. Puis des fois, j'ai juste peur de ces tendances-là parce que je suis comme, il y a des gens peut-être qui ont des troubles cardiovasculaires qui vont aller s'exposer à des conditions qui sont pas capables... je veux pas que les gens fassent n'importe quoi. Exact. J'ai peur pour eux. Là. En fait, il y a différentes façons en fait, de faire une acclimatation active. Ça serait quoi les précautions d'abord? Parce que je pense qu'on doit mettre un peu carte sur table là-dessus parce que les gens, je veux pas qu'on participe à ce que les gens fassent n'importe quoi. Là. Mais premièrement, c'est sûr que faut s'assurer de ne pas avoir aucun problème de santé ou problème cardiovasculaire surtout, là, parce que justement, on a parlé du stress cardiovasculaire, c'est le plus important quand tu fais un effort à la chaleur. L'idéal, c'est justement d'avoir un appareil qui va comme mesurer ta température corporelle. Fait que, nous, quand on le fait dans un laboratoire, par exemple, certaines de mes études, les participants faisaient des efforts à 35 degrés Celsius, mais pour que ça soit accepté à l'éthique, justement, nous, on mesure la température rectale, qui est comme une des meilleures façons de mesurer de façon précise. Ouais. Puis s'il atteignait, il me semble, 39,5, on arrêtait, où il y avait certains critères à respecter. À quel degré ton corps il shut down habituellement? Il y a un range, là, mais mettons, c'est quoi? De façon générale, autour de 40 degrés Celsius, la majorité des gens, ils vont avoir un certain comme shutdown. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout les études en compétition. Tu vas avoir des gens qui vont quand même bien performer, mais qui vont terminer l'épreuve à 41 sans avoir un coup de chaleur. Mais c'est là aussi qu'on voit que, dans le fond, les athlètes de haut niveau ont cette capacité-là à tolérer une plus haute température corporelle. C'est peut-être un feature, finalement, de base. Ou c'est tout cet entraînement-là qui a permis ça. Puis aussi, le côté, dans le fond, aussi, sont tellement... Autant qu'ils sont capables de tolérer, justement, la douleur musculaire, mais ils sont aussi capables de tolérer, dans le fond, aussi une température corporelle élevée. Fait que, tu sais, ça serait... L'idéal, c'est justement d'avoir quelque chose qui va mesurer ta température corporelle pour t'assurer de ne pas atteindre une température trop élevée parce que l'idéal, en fait, les différentes façons, c'est que... Moi, j'allais dire, c'est le segment parfait. Là maintenant qu'on a-tu fini nos précautions? C'est pas les précautions, c'est de s'assurer que tu n'as aucun problème. Toi, tu avais un questionnaire, sûrement, quand tu faisais tes... Ouais, c'est ça, c'est un questionnaire, dans le fond, santé, en fait, même deux. On avait 2 questionnaires pour s'assurer vraiment que tout était correct. Puis nous, en fait,
juste aussi avec des gens qui étaient comme très, très actifs parce que même si on avait certains critères d'inclusion par rapport au VO2 max. Fait qu'on s'assurait que, tu sais, il était... C'est quoi tes critères d'inclusion? En fait, pour mon étude qui était plus performance, dans le fond, les hommes, c'est en haut de 52 millilitres par kilogramme par minute. Puis les femmes, c'est en haut de 47. Qui, par le Garmin? Non, on faisait un vrai test de VO2 max, exact. Okay. Parce que, tu sais, c'était... En fait, cette étude-là, les participants, ils faisaient un 70 minutes à 60% de leur VO2 max. Puis après, un 5 km time trial, tout à 35 degrés Celsius. Fait que c'est très demandant. Fait que tu veux demander à... C'est pas n'importe qui pourrait faire ça, puis aussi ça pourrait être dangereux. Fait que, pour la majorité des athlètes, les gens qui font des grosses compétitions, ça veut dire qu'ils sont assez en santé pour pouvoir justement faire de façon sécuritaire l'acclimatation à la chaleur, mais il faut faire attention. Tu sais, comme j'ai expliqué quand je l'essayais par moi-même, tu sais, j'étais proche d'un coup de chaleur aussi. J'ai possiblement peut-être fait un coup de chaleur par moi-même quand je connaissais pas tout ça. Fait que c'est important de vraiment connaître ton corps. Fait que les différentes comme... manières de mesurer? On parle de ça. Ou les différents, en fait, protocoles d'acclimatation à la chaleur. Ce que beaucoup de gens vont utiliser, puis c'est souvent utilisé parce que c'est le plus simple. Puis, tu sais, toutes les études, en fait, par tout ce qu'en fait l'armée qui vont utiliser, parce que c'est quand tu as vraiment beaucoup de monde que tu veux acclimater, par exemple, tu sais, des soldats vont aller à l'armée, tu sais, c'est difficile d'avoir un protocole qui est adapté pour chaque personne. Fait que tu vas faire que ils vont tous s'entraîner, par exemple, à un certain wattage, par exemple, en vélo. Fait que là, si, par exemple, ils vont faire par exemple, soit un certain pourcentage de leur FTT ou peu importe, ou même un vrai training standard qu'ils ont à faire. Mais idéalement, c'est sûr que je commencerai par un effort à basse intensité. Fait que, par exemple, quelqu'un va faire... Là, je fais 200 watts pour 1 heure ou 1 heure et demie à une telle température corporelle. Le problème, c'est que peut-être, justement, ton 200 watts, tu peux le bien tolérer en température tempérée. Mais là, possiblement, il va falloir que tu le réduises un petit peu, peut-être à 170 ou 180, selon ce que tu perçois qui est quand même tolérable pour cette température-là. Mais là, le problème, en fait, de ce protocole-là, c'est qu'au fil du temps, tu t'améliores. Tu as des meilleures adaptations physiologiques. Fait que là, ça devient de plus en plus facile au fil du temps. Puis aussi, dans le fond, la première fois que tu vas le faire, tu vas avoir un gros stress thermique. Ta température corporelle va être plus élevée. Au fil du temps, ta température corporelle pour la même intensité va diminuer. Dans un sens, c'est une bonne chose parce que... Ouais, c'est ça que tu veux. Yes, je me suis acclimaté à la chaleur, mais plus tu continues ton protocole, moins chaque séance d'acclimatation est efficace. Ouais. Fait que ça, c'est la plus simple à faire, mais c'est ce que je recommande le moins. L'idéal, en fait, c'est le gold standard. C'est dans le fond de vraiment mesurer ta température corporelle. Justement, idéalement, avec une pile gastro-intestinale ou rectale. Puis là, vu que tu veux atteindre... dans le fond, c'est un protocole isothermique. Donc, à 38,5, c'est dans le fond, tu commences ton effort, tu débutes à 37, tu te rends à 38,5. Une fois que tu es à 38,5, tu ajustes ton wattage ou tu veux rester à 38,5. Pour rester à 38,5. Okay. Puis même si en course à pied, surtout s'il fait très chaud, peut-être qu'au début, il faut que tu cours pour atteindre cette température-là. Mais après, il va falloir peut-être que tu marches de temps en temps. Puis là, des fois, tu joues avec ça. Tu alternes un petit peu. Si tu marches trop longtemps, mais là, ça diminue trop. Fait que là, tu alternes un petit peu pour tout le temps maintenir le plus possible 38,5 pour idéalement que tu passes justement soit 1 heure ou 1 heure et demie à 38,5 de température corporelle. Parce que si c'est plus bas que ça, tu n'as pas les adaptations nécessairement. Tu as dit que ça prenait 4 à 5 jours à 1h30, hein, c'est ça? 4 à 5 jours, ça commençait. Exact. Tu as les premières adaptations. Puis après, je pourrais t'expliquer différentes façons aussi de le faire. Puis l'autre, en fait, une modification de ce protocole-là, c'est que vu qu'on a expliqué dans le fond qu'il y a comme une bonne corrélation en fait avec ta fréquence cardiaque et ta température corporelle. Plus l'effort est chaud, plus tu fais un effort intense, mais aussi plus il fait chaud, plus ta fréquence cardiaque augmente. C'est possible en fait de faire un genre de protocole isothermique, mais par rapport à ta fréquence cardiaque. Fait qu'une fois que tu as atteint une certaine fréquence cardiaque, par rapport, si ton 200 watts de wattage quand tu es dans une température tempérée, habituellement, tu es comme à 130 BPM. Mais là, tu pourrais tout le temps viser aussi un 130 BPM puis ajuster en fait ta fréquence, ton effort par rapport à ça. Fait que, de façon générale, étant donné que plus il fait chaud, plus ta température corporelle est élevée, plus ta fréquence cardiaque augmente. Mais là, si tu es trop chaud, mais là, tu vas dans le fond
ta fréquence cardiaque va être trop élevée. Fait que là, tu diminues un peu ton effort. Fait de façon générale, c'est quand même une bonne façon d'avoir un peu un protocole isothermique, mais sans devoir nécessairement mesurer ta température corporelle, qui est quand même très, très difficile si tu n'as pas certains outils. Ben, c'est ça, j'allais dire, là, avant que tout le monde s'achète des suppositoires puis des piles gastro-intestinales pour prendre leur température, c'est quoi on peut parler du core peut-être, puis parler un peu de la standardisation puis des gold standards dans ce milieu-là, parce que est-ce que c'est accessible à tout le monde, ces piles-là, mettons, puis ces trucs-là? En fait, nous, la pile qu'on utilisait, c'est une pile qui était utilisée beaucoup par... On parle de pile, mais on parle dans le fond que c'est un pile genre médicament. Ça ressemble un peu, mettons, une pilule, mettons, pour oméga 3. C'est quand même assez grosse, mais qui se prend bien. Fait que nous, en fait, pour une de nos études... Faut que tu la récupères. En fait, quand on le prend de façon gastro-intestinale, tu la perds, tu sais. Ah, elle se dissout? Non, en fait, mais tu vas la perdre dans tes selles. Non, mais je veux dire, tu la jettes? Ouais. Tu la jettes dans la toilette, genre? Dans la toilette, ouais. Non, mais je veux dire... Tu veux pas la récupérer, genre, ça coûte pas assez cher, genre? C'est quoi ça, mais c'est pour ça que c'est... C'est weird. C'est assez... C'est pour ça que ça prend un coup. L'usine de filtration, elle sera pas contente, là. C'est ça. C'est pas... ça fait pas de sens. C'est coûteux, c'est quand même pas si écologique non plus. Combien ça coûte? C'est quand même... Les prix ont augmenté, mais maintenant, c'est peut-être un 75 US. Fait que tu cries 75 US dans la toilette. C'est pas... En fait, c'est pour ça que fait, notre laboratoire, même mon professeur, lui, a développé, dans le fond, on prenait la même pilule, la même sonde gastro-intestinale, on le mettait, dans le fond, dans un condom. Ouais. Puis là, dans le fond, on l'utilisait un peu comme un suppositoire rectal, dans le fond. Ah. Fait que là, parce que sinon, l'autre façon, dans le fond, de mesurer rectal, c'est avec une tige rectale qui est pas... Tu peux pas vraiment courir ou faire du vélo. Non. Mais c'est ce que quand même la majorité des laboratoires, des fois, vont faire parce que t'as pas d'autres options. Mais là, justement, avec la sonde rectale, c'est vraiment très bien désinfecté. C'est comme on utilise des bons produits, tout ça. Mais là, c'est une bonne façon, dans le fond, de réutiliser dans le fond, la pilule. Me semble c'est pour sa durée de vie. Ouais, c'est ça. C'est juste que si tu vas aux toilettes pendant l'effort, mettons, t'en perds. Exact. Ou il faudrait que tu l'enlèves. Il y a plusieurs considérations. Puis, c'est pour ça que des fois, c'est plus difficile, par exemple, pour recruter des gens pour les études. Oui, c'est sûr. Quand tu as ça, c'est un petit frein quand même pour certaines personnes. Ouais. Faut que tu sois motivé par la performance. Quand même, c'est ça, tu sais. Ou par la science. Non, mais je suis d'accord. Moi, tu sais, mettons, je veux dire, je suis un passionné de science comme ça. Fait que, tu sais, mettons, je me porte très volontaire, mais je peux vraiment imaginer que ce serait pas tout le monde qui veut se lancer là-dedans. Tu sais, sinon, l'autre façon, c'est dans le fond, c'est œsophagien. Ça, c'est encore pire. Mais pas pire. Avec une sonde, tu veux dire? Dans le fond, c'est une grosse tige que, dans le fond, tu passes par ta trachée, dans le fond, puis ça descend bas. Puis, dans le fond, ça descend assez bas que, dans le fond, c'est assez proche, dans le fond, de tes vaisseaux sanguins qui vont alimenter, dans le fond, ton cœur. Puis, dans le fond, le gold standard, dans le fond, ça serait de comme... Si tu étais capable de, à chaque moment, de comme prendre une échantillon de ton sang dans ton cœur, ça, c'est la température qui va peut-être plus répliquer, dans le fond. Pour ça que, oui, il y a certains des fois, on va dire, la température rectale, c'est le gold standard, mais il n'y a jamais... Tout va varier parce que ta température corporelle à différents endroits du corps va varier. Il y a une autre façon, c'est en fait température tympanique, dans le fond de ton tympan, parce que dans le fond, ton tympan est très proche, dans le fond, de ton cerveau. Puis il est très vascularisé. Là. Exact. Le problème, en fait, nous, une de nos études, on a essayé, dans le fond, de mettre une sonde à l'intérieur du tympan qu'on allait mesurer de façon continue pendant l'effort. Parce que ça, c'est certaines sondes qui sont utilisées, dans le fond, dans le milieu hospitalier. Puis quelqu'un qui est hospitalisé, tu peux facilement mettre cette sonde-là. C'est vraiment à proximité du tympan. Dans le fond, dès que tu le touches, dans le fond, tu vas le retirer de 1 ou 2 mm pour s'assurer, dans le fond, que tu ne damages pas le tympan. Mais là, le problème, c'est que ça ne marchait pas, dans le fond... ça aurait été vraiment le fun si on avait été capable, parce qu'on aurait été pas mal la première sonde, première étude qui aurait mesuré la température tympanique de cette façon-là. Là, en fait, ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on va utiliser dans le fond avec les enfants ou peu importe, c'est avec une mesure tympanique infrarouge qui est pas idéale parce que dans le fond, tu vas jamais toucher dans le fond vraiment le tympan, fait que tu mesures plus la température du canal auditif. Fait que ça, c'est pas mal, de façon générale, en fait, les différentes façons de mesurer la température corporelle, surtout dans le contexte de laboratoire. Le problème, mettons, la température rectale, c'est que c'est très, très précis, mais elle prend
c'est peu vascularisé là, autour du rectum. Fait que ça prend du temps avant de réagir. Par exemple, si tu fais un effort à la chaleur, ça va prendre un peu plus de temps que certaines autres températures. Décalé de combien de temps? Genre, c'est 5 minutes en retard ou... C'est difficile à dire, mais tu vas voir un graphique, tu vas le voir que ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être autour de 5 minutes. Elle va quand même augmenter, mais un peu plus lentement. Tu vas être à rebours. Ça va toujours être à rebours. À rebours un petit peu, mais au moins, elle est très stable. Peu importe. Elle est stable, c'est comme une moyenne roulante. Là, exact. Le problème, des fois, c'est en fait, si tu fais un coup de chaleur, le gold standard pour te refroidir, c'est un bain d'eau froide. Tiède au début, là. Pas exact. Trop froid. Mais en fait, dans le fond, c'est comme entre l'idéal, c'est mettons entre 10 et 14 degrés Celsius, qui est quand même très, très, très froid. Là, des fois, c'est juste pas un bain de glace parce que le contraste peut être trop important. Là, Chers auditrices, chers auditeurs, je me permets d'interrompre 30 secondes le podcast simplement pour vous rappeler qu'en ce moment, même si on est au début de la saison 2025 et peut-être que vous ne pensez pas encore à l'importance de votre positionnement cycliste, sachez que le début de la saison avant l'été, c'est idéal pour faire votre bike fitting parce que comme ça, vous allez pouvoir traverser toute la saison de vélo en étant confortable et en étant performant à vélo. Donc, vous prenez rendez-vous à la clinique. Cette année, en 2025, ça fait 10 ans qu'on existe. Ça fait 10 ans, on a fait des milliers et des milliers de cyclistes satisfaits. 450-486-3888, vous nous appelez à la clinique ou vous visitez le physiovélo.com pour prendre votre rendez-vous directement afin d'être confortable et performant à vélo. Le problème, c'est justement si tu mesures ta température rectale, mais c'est que tu vas voir que, oui, ta température rectale elle diminue, mais vu qu'un compte est un peu en retard, à lag, des fois, si tu l'arrêtes pile à 37, la personne est rendue en dans le fond, hypothermie. à la fin, 10 minutes plus tard, il va être quasiment en hypothermie. Fait que c'est juste quelque chose à prendre en considération par rapport à cette température-là. Puis c'est pour ça que, justement, étant donné la complexité de tout ça, puis une fois, c'est drôle, j'ai entendu un article, je me souviens pas si... Ça se peut, en fait, ça soit les Norvégiens en triathlon qui ont dit... Comme, we believe that nobody spend as much money on rectal pill than us. Ou, je pense que c'est aussi avant Tokyo aussi. Là, c'est comme, parce que c'est très coûteux. Puis ils voyaient justement l'importance de la thermorégulation. Puis on a vu à quel point ça a bien fonctionné avec Blumenfeld qui a performé très bien à Tokyo. Puis c'est pas quelqu'un qui a nécessairement un gabarit qui va nécessairement faciliter la thermorégulation, dans le fond. Fait qu'il y a quelque chose dans le gabarit. Là, pour en dire fait, que... dans le fond, l'idéal, c'est un calcul, dans le fond, c'est le ratio, dans le fond, de ta superficie. C'est comme l'indice de masse corporelle, au final. Là. C'est genre quasiment ça. Là. Ouais, dans le fond, mais c'est pas juste ça, parce que c'est en fait comment c'est ta surface. Ton corps. C'est en fait, c'est la superficie divisée par ton body mass. Parce que, dans le fond, l'idéal, c'est justement, par exemple, un marathonien qui est grand puis tout mince. Beaucoup de surface. Qui va avoir beaucoup de surface, mais peu de masse corporelle. Parce que comme plus tu es quand même très musclé, quand une grosse masse musculaire, puis aussi de la masse adipeuse, tu vas avoir une grosse production métabolique, puis peu de surface pour essayer de la dissiper. Fait que ce ratio-là est quand même intéressant. Fait que, tu sais, possiblement, si tu compares Blumenfeld par rapport à Patrick Lange en triathlon, c'est pour ça que Patrick Lange performe aussi bien à Kona. Il a vraiment le profil idéal pour bien performer à la chaleur. Versus Blumenfeld, tu t'attends moins à ce qu'il va aussi bien performer à la chaleur. On fait un petit aparté là, par rapport à ça parce que c'est ton dada, là, le triathlon. Mais qu'est-ce que tu penses tu sais, là, on en voit vraiment de plus en plus des gens autour de passer 35 ans, tu sais, qui continuent à être au top, genre Patrick. Ouais. C'est un peu la joke, là, parce que, genre, quand il demande à Lionel s'il va réussir à continuer d'être bon, il est toujours encouragé quand Patrick il gagne, parce que il est comme il y a 2-3 ans de plus que lui, je pense. Mais toi, penses-tu que les tu sais, c'est rare dans un sport que tu dis la personne qui est la meilleure là-dedans, elle a 38 ans. Ouais. C'est pas. C'est un sport d'endurance. On sait que dans les sports d'endurance, tu peux prendre plus ton temps. Ton endurance, au fil du temps, tu accumules l'endurance. Oui, mais là, 38, c'est quoi? Maintenant, ça va-tu être, mettons, dans 20 ans, ça va-tu être rendu à 45 aussi? Parce que, est-ce que c'est parce que les méthodes d'entraînement s'améliorent? C'est quoi, selon toi, ton take sur genre le vieillissement des gagnants dans ces épreuves-là comme Hawaii ou Ironman? En fait, je pense que. Je sais pas si c'est plus culturel que nécessairement physiologique, que pourquoi dans le temps, les gens allaient performer bien assez vieux. Parce qu'en triathlon, tu as tout le parcours, justement, triathlon sprint, olympique. Puis les gens, ils vont faire le circuit World Triathlon pour aller aux Jeux olympiques, tout ça. Puis c'est souvent, c'est que
il y avait tellement une grosse importance accordée sur ça que les gens, ils allaient tout faire ça. Ils allaient avoir de l'argent de leur fédération. Ouais. Puis là, après, un bon exemple, c'est comme Bevan Doherty, qui était très, très bon. Okay. Lui, il a commencé, dans le fond, faire des triathlons demi-Ironman puis Ironman. Il commençait déjà à décliner en termes de performance. Fait que, tu sais, souvent sur les gens. Tu veux dire, il déclinait sur du court distance ou il déclinait dans le. Sur le court distance. Okay. Fait que, tu sais, il n'était pas à son pic en court distance quand il a fait le switch vers l'Ironman. Mais là, tu vois un peu la différence de. Un Sam Laidlow, c'est le meilleur exemple. Tu sais, je pense quand il a commencé à vraiment bien performer, il avait autour de 23 ans. Puis là, de plus en plus, l'Ironman, je pense qu'il il y a plus d'ampleur. Fait que les gens, ils vont décider, je vais pas faire toutes ces étapes-là, je vais aller tout de suite me concentrer sur l'Ironman. Fait que là, on voit un peu une mode que dans le fond, c'est encore plus les jeunes qui performent très bien qu'il y a encore des fois des un peu plus vieux qui vont bien performer. Je comprends ton take. Fait que c'est plus une question de comme quand est-ce que... Je pense aussi l'Ironman, c'est une épreuve d'endurance. Fait que d'un point de vue physiologique, il faut que tu accumules de l'endurance, mais aussi un point de vue de comme... C'est vraiment un gros casse-tête à figure out. C'est pour ça que c'est un coup de dé aussi. Là. Surtout, mettons, Kona, mettons, Chris McCormack, ça avait pris tellement d'années avant de bien performer à ça. Ça prend un certain nombre d'années à faire ça pour bien comprendre la gestion de l'effort. Puis là, on parle même pas de comprendre un Ironman, on parle de comprendre le Ironman de Kona. Dans exactement, le sens que cette course-là en soi, c'est un puzzle à construire, à comprendre. Exact. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que les gens plus vieux, peut-être qu'ils allaient performer, juste parce que peut-être qu'ils n'étaient pas nécessairement meilleurs. Mettons, c'est number, mettons, dans les trainings, il était peut-être pas meilleur qu'avant, mais il est plus intelligent, il a une meilleure, sa stratégie est mieux, il y a une meilleure conservation d'énergie. Il y en a vu d'autres. Fait qu'il y a plein d'autres facteurs, justement, qui peuvent expliquer ça, mais là, je pense qu'on voit vraiment comme un... Toi, ton texte, d'âge moyenne des meilleurs, elle diminue. Elle diminue parce que... Je pense que c'est plus un point de vue juste culturel de voir... Les gens, maintenant, ils voient que c'est cool, l'Ironman. Ça peut être ça, le sommet. Ça peut être ça, l'objectif ultime. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces étapes-là. Puis je pense justement Sam Laidlow, il change un peu la donne de dire je vais tout de suite aller directement à l'Ironman. Puis je pense que c'est ça, ça change un petit peu les choses par rapport à ça. Nice. Tantôt, on parlait des capteurs de température, mais je pense qu'il faut qu'on parle de celui que tu as étudié. Ouais, ça. Puis peut-être juste avant, vu qu'on parlait des différents protocoles, je vais peut-être juste. On parlait du nombre d'heures ou le nombre de jours. Je disais, mettons, ça prend 4 à 5 jours de façon continue ou 10 à 14 à chaque jour. Mais aussi, ce serait possible, dans le fond. Puis des fois, c'est ce que beaucoup de gens vont faire, c'est que ça prend quand même assez de temps, justement, à perdre tes adaptations physiologiques de chaleur. Okay. Fait qu'il y a différentes stratégies qui vont être de 6 à 8 semaines, tu vas faire ton gros protocole d'acclimatation à chaleur. Quand tu n'es justement pas dans la période comme peut-être la plus importante en termes de peaufinement, d'entraînement. D'intensité. Fait que là, c'est peut-être un moment où justement, si tu fais certaines erreurs en termes d'acclimatation à chaleur, tu vas un peu too much, puis c'est un peu moins pire. Fait que là, tu peux faire vraiment un gros bloc d'entraînement parce que veux pas, c'est un gros stress d'ajouter l'acclimatation à chaleur à ton training. Puis surtout, les athlètes de haut niveau sont déjà à leur pic, techniquement, à leur fine ligne entre le stress, puis sont très proches du overtraining en tant que tel. T'sais. Fait que des fois, tu veux pas nécessairement ajouter ce gros stress-là à quelques semaines de ta plus grosse compétition importante. Puis là, dans le fond, c'est comme tu fais un gros bloc à chaque jour, tu fais de l'acclimatation à chaleur, ou si tu le fais à chaque 2 jours ou même juste 3 fois par semaine, tu as juste à le faire un peu plus longtemps. Tu vas quand même avoir des bonnes adaptations à la chaleur. Puis en fait, après ça, tu fais un petit rappel, dans le fond, dans les 2 dernières semaines avant ta course. De temps en temps, là, tu vas aller justement dans ton taper ou dans tes 2 semaines avant, de temps en temps, tu vas faire de l'acclimatation active ou passive. Souvent aussi, tu vas être sur le site de ta course les semaines avant. Fait que ça permet aussi de t'assurer que tu n'as pas perdu, dans le fond, les adaptations à la chaleur que tu as acquis il y a plusieurs semaines. OK. Dans ton... on va revenir sur le core là, pour parler de la température cutanée. Avec l'expérience que tu as dans le monde de l'endurance, tout ça, je me demandais dans quel ordre, c'est quoi nos priorités? T'sais, parce que là, l'acclimatation à la chaleur, elle commence à être discutée. Puis on va faire la distinction entre est-ce que tu peux vraiment améliorer tes performances à la chaleur? Ça, c'est comme un autre sujet qu'on n'est pas certain scientifiquement. C'est comme pour nous, c'est 2 choses séparées. Je pense qu'il faut que ça... En fait, si tu peux améliorer
tes performances à température tempérée via Ouais, exact. Pour c'est un autre sujet. Ouais. C'est parce qu'on voit beaucoup ça aussi dans la culture. Il faut comme discerner un sujet de l'autre sujet, j'ai comme l'impression. Ouais, à moins que je fasse un mini autre aparté par rapport aux choses physiologiques. C'est en fait, c'est quand je parlais, dans le fond, c'est que l'adaptation à la chaleur augmente ton volume plasmatique. Ouais. Dans le fond, ça augmente ton volume plasmatique, ça crée, dans le fond, comme une hémodilution. Fait que dans le fond, ton hémoglobine diminue. Ben oui. Ton hématocrite aussi. C'est pour ça que des fois, tu vas voir chez certains athlètes, dans le fond aussi, juste l'entraînement en tant que tel aussi, ça crée ça, une augmentation du volume plasmatique. C'est pour ça que certains athlètes, des fois, si tu prends une prise de sang, tu vas voir que leur hématocrite est plus bas, puis leur hémoglobine aussi. C'est pas nécessairement qu'ils sont peut-être déficients, par exemple, en certaines choses, mais c'est juste parce que... Ils sont dilués. C'est dilué, puis après un certain temps, c'est ça, des fois, qu'on pourrait possiblement voir avec l'acclimatation à la chaleur. Ah. Dans le fond, c'est comme... ton corps, il perçoit que ton hémoglobine est plus basse. Ouais. T'as comme le crit meter qui va justement dire « Oh, ça marche pas. Ouais. On va produire plus de PO. Ouais. Puis là, ça va augmenter justement ton hématocrite, ton hémoglobine. » Fait que c'est ça, mais possiblement. Là, est-ce que tu te retrouves avec le même problème? Parce que là, si t'es plus dilué, est-ce que c'est le fait d'être dilué dans ton volume plasmatique augmenté qui t'aide à thermoréguler? Parce que si tu remontes ton hématocrite, ta concentration, elle redevient la même. Ta concentration, elle revient possiblement la même, mais ton nombre... T'as déjà plus de volume. Est plus, puis c'est ça que tu cherches dans le fond. Tu veux juste plus de volume pour circuler. Dans le fond, tu veux le plus possible de sang qui est apporté à tes muscles. Fait que techniquement, ça pourrait aider à ça, mais c'est quand même le nombre d'études qui ont réellement mesuré ça, puis qui ont réellement déterminé que l'acclimatation à la chaleur augmente ton nombre d'hémoglobine est assez bas. Tu sais, c'est comme... Fait que il y a quand même... Parce que je veux dire, t'as comme des enjeux techniques de mesure qui sont extrêmes. C'est comment tu mesures ça? C'est quand même assez simple. Nous, on mesure dans le fond dans chaque... Non, mais ton volume. En fait, tu peux mesurer le volume plasmatique, ça, toutes les études, ils vont le mesurer, mais en fait, c'est quand il y a un calcul, c'est par rapport à il y a un calcul avec ton hémoglobine hématocrite. Okay. Ça peut permettre d'estimer ton volume plasmatique. Okay, c'est comme nous, dans toutes nos études, on dit qu'on le mesure, mais dans le fond, c'est une estimation. OK. Mais il y a quand même peu d'études, justement, qui vont déterminer vraiment une augmentation de l'hémoglobine parce qu'il faut que tu fasses aussi un très gros protocole d'acclimatation à chaleur. Il faut qu'il soit assez intense. Puis aussi, plus t'es bon, plus aussi ton volume plasmatique est déjà très élevé. Fait que puis aussi, plus justement, je disais que l'acclimatation à chaleur diminue ta fréquence cardiaque au repos ou même ta température corporelle au repos. L'entraînement fait ça aussi. C'est ça, fait que les gains sont possiblement très bas pour les gens très, très élevés. Fait que c'est ça un peu, des fois, le problème qu'on voit, c'est que tu as tout le temps un peu généralisé toutes les études à n'importe qui, que genre nécessairement... Peut-être, oui, il y a certaines études qui ont déterminé que ça va augmenter l'hémoglobine, mais c'est pas toutes les études, fait que c'est pas nécessairement le cas. Puis c'est ça la raison qui pourrait surtout expliquer, dans le fond, l'augmentation, dans le fond, de la performance en conditions tempérées. C'est pas nécessairement les mécanismes de thermorégulation qui s'améliorent, mais c'est vraiment peut-être plus le volume plasmatique puis la possible augmentation de l'hémoglobine que je pense que la majorité des gens qui vont faire ça vont peut-être pas observer ça. Ce serait ça l'hypothèse dans le fond de départ si on l'étudiait. Là. Exact, tu sais, puis peut-être ça le fait, peut-être pas. Veux pas, il y a tellement plein d'adaptations physiologiques qui sont intéressantes par l'alimentation à la chaleur. T'es pas obligé de faire un postdoc là-dessus. Non, c'est ça. Mais c'est ça un peu que des fois, j'ai de la difficulté avec tout ce que j'entends, mettons, sur les... Ouais. Surtout avec un reel, là, c'est comme c'est 2 secondes, puis tu dis ça va nécessairement améliorer ta performance dans les conditions tempérées. C'est comme... Je suis pas... Peut-être, oui, puis peut-être pas. Puis dans un sens aussi, s'il faut que tu diminues ton intensité de ton effort pendant que tu fais ton acclimatation à chaleur, tout est un trade-off, dans le fond, parce que ça affecte peut-être aussi le stress mécanique que tu appliques, mettons, à ton vélo. Au lieu de faire tes intensités, tu fais ça. Exact. Il y a tout le temps un trade-off à faire. Ouais. Fait que je pense que c'est comme d'apporter un certain... nuance, c'est ça que je pense qui est tout le temps important dans peu importe les sujets, que ce soit la nutrition ou n'importe quoi. Fait que, mais je pense de façon générale, je pense... Même juste en termes, tu veux être plus... Quelqu'un qui veut juste plus être en santé, comme je disais, faire de temps en temps, aller dans un sauna, je pense que ça a certaines bénéfices. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que moins tu es à un niveau élite,
plus les gains sont intéressants en tant que tel. Tu sais. Ben, je pense qu'au final, ce que je comprends, c'est que peut-être qu'on peut le voir un peu comme la nutrition. T'sais. Quand tu es amateur, puis c'est tout là les gens qui débutent qui ont le plus de gains, comme quand je fais un bike fit. Ouais. Parce que eux, ils ont. C'est comme la nutrition, je veux dire, tu sais, au début, quand tu commences à t'entraîner, ben, tu manges pas pantoute, tu bois de l'eau. Puis là, tu te dis, hey, non, tu peux prendre des gels, tu peux manger. Puis là, la personne est comme, man, j'ai tellement d'énergie, tu sais, parce que, mettons, tu passes de 0 à genre juste faire une coupe d'affaires mieux. Puis tu sais, ta courbe au début, là, tu peux t'améliorer vite. Puis quand tu es rendu à tout avoir tweaké toutes tes affaires, ben tu sais, l'amélioration potentielle est tout petite. C'est pour ça que justement, aller chercher des fois ces gains-là, c'est pour ça que comme les gens justement vont faire des camps d'entraînement en altitude, des choses comme ça. T'sais, quand tu es à un très haut niveau, t'as besoin d'avoir cette petite affaire-là. C'est ça, tu sais, quand t'es Kylian Jornet, puis ça fait des décennies. Ça fait 30 ans que t'habites à 4000 mètres. Exact. Là, il faut que tu ailles chercher plein de petites affaires pour essayer de t'améliorer, mais pour la majorité du monde, des fois, c'est juste peut-être de se concentrer un peu sur la base. Puis, justement, l'exemple avec l'altitude, c'est intéressant un petit peu parce que, dans le fond, souvent, on va dire que l'acclimatation à la chaleur, c'est genre le Porsman altitude training. Parce que, dans le fond, ça coûte rien, dans le fond, faire l'acclimatation à la chaleur. Puis, tu as possiblement certains adaptations physiologiques qui sont assez similaires, dans le fond, à ça. Mais veux pas, comme un peu... Tu sais, je parlais des trade-offs, dans le fond, avec l'acclimatation à la chaleur, mais c'est un peu la même chose. Tu as un certain trade-off aussi. Si tu vas faire une course en altitude, oui, tu peux avoir certaines... Ça peut être très, très bon, tu sais, pour certaines choses, mais ça prend une certaine adaptation de... Tu t'adaptes à l'altitude. Ouais. Des fois, tu vas peut-être perdre 2 semaines de training intense pour faire ça. Mm-hmm. Fait que c'est toutes des choses à considérer quand tu fais certaines choses. Puis je pense que c'est juste d'avoir plus une vue globale que j'ai vu quelqu'un faire ça, je vais l'essayer. Je suis vraiment d'accord avec toi. Il faut partir, il faut être humble par rapport à ce qu'on a à bien prioriser. Ouais, puis veux pas, le côté psychologique est là important. Puis j'ai toujours fait justement de l'acclimatation à la chaleur avant mes courses chaudes. Ouais. Sauf à Guadeloupe. Ouais, sauf en Guadeloupe. Mais puis je me voyais que comme on dirait que je me sentais mieux après, j'étais comme il y a aussi un aspect de comme quand tu vas faire une course, tu as plein de stress, fait que tu veux être le plus préparé le plus possible, puis tu te dis j'ai peut-être fait ça de plus que mon adversaire. Ouais. Fait que il y a aussi un gain un peu placebo de comme j'ai optimisé le plus possible d'un point de vue scientifique. Les nouveautés, là, tu sais. Exact. Ouais. OK, on se concentre. On se concentre. Non, mais je voulais qu'on revienne sur le core, parce que finalement, là, ce que les gens ont vu passer, justement, après un long détour, mais les gens, ce qu'ils ont vu passer, c'est la température que tu peux placer sur ta peau. Le core. Dans le fond, c'est... le core, c'est comme une équipe, c'est une compagnie suisse qui ont bâti ça, ils ont créé ça, je pense, c'est en 2020. Puis dans le fond, c'est un appareil que, dans le fond, tu vas mettre au niveau de ta ceinture de fréquence cardiaque, que tu vas juste clipper là. Puis dans le fond, ça mesure ta température de la peau. Fait qu'il y a juste un petit ceinture qui mesure ça. Ça mesure aussi, dans le fond, l'échange de chaleur, dans le fond, qui va arriver jusqu'au sensor. Okay. Puis, en fait, c'est pairé avec ta fréquence cardiaque. Ah. Puis c'est surtout ça qui va faire que ça va bien... C'est supposé bien estimer, dans le fond, ta température corporelle pendant l'effort. Parce qu'on a dit, justement, plus il fait chaud... Mais en fait, plus tu fais un gros effort physique, plus ta production métabolique augmente, plus ta fréquence cardiaque augmente. Aussi, plus il fait chaud, plus aussi ta fréquence cardiaque va augmenter. Fait que ça fait du sens que, dans le fond, avec ces 3 mesures-là, tu pourrais, en théorie, bien estimer un peu ta température corporelle. C'est ça. Fait qu'on aurait quoi? On aurait parce qu'on parle d'un algorithme qui va prendre ça en considération. On aurait l'AFC, la fréquence cardiaque, la température de la peau, plus la capacité de dissiper. C'est dans le fond, c'est un heat flux sensor, dans le fond. OK. C'est dans le fond, c'est comme... de chaleur. C'est pas juste la température à un moment, c'est comment... Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue, dans le fond, à ce moment-là, dans le fond? OK. Ah, c'est un delta, là, c'est genre... Exact, un petit peu, dans le fond. Puis là, cet outil-là, finalement, bon, toi, tu l'as utilisé pour l'étude? Ouais, en fait, je l'avais même acheté avant pour que j'étais curieux. Là. Une seconde. Fait que, peux-tu m'expliquer un peu les choses à faire attention avec cet outil-là qui est moins précis que les sondes, mettons? Là, ou exact. C'est relativement nouveau. Dans le fond, il venait de sortir en 2020. Notre étude, on a débuté, il était peut-être autour de
2021 ou quelque chose, ou 2022, tu sais. Puis il n'y avait pas tant d'études qu'il avait investigué avant ça. Nous, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que pendant un effort à la chaleur, il y avait une augmentation de la température que nous, on mesurait avec la température gastro-intestinale. OK. Dans le fond, le ceinture, il allait suivre quand même cette augmentation-là, mais était tout le temps à 0,47, fait que presque 0,5 dans le fond, degrés Celsius plus bas. OK. Fait qu'à la fin, si on était réellement à 39,5, mais le corps allait dire qu'on était à 39 degrés Celsius. OK. Puis est-ce que c'était la même 0,47 sur tous tes participants? De façon générale, c'était quand même assez bon. OK. Mais aussi, après, dans le fond, on a fait aussi genre un blend Enrollment. Dans le fond, ce qu'on remarquait, c'est que C'est quoi ça, blend, normalement? c'est une autre façon d'analyse Statistique? scientifique, OK, ouais. statistique. Puis on remarquait aussi que plus la température est élevée ou plus c'est basse, plus la fiabilité était moins bonne, dans le fond. OK, quand tu t'éloignes dans les. C'est dans ça. les Fait que là, comme extrêmes. quand, justement, dans les moments les plus importants, fait que justement, quand tu es autour de Ouais. le 39, 39,5, Que c'est dangereux. là, c'est encore pas- moins fiable. Puis là, nous, dans le fond, c'est des conditions chaudes. Dans le fond, cette étude-là, les participants faisaient un 5 km en conditions à 30 degrés Celsius. Mais une autre étude qui l'a mesuré en conditions tempérées. Puis eux, ils ont remarqué que ça surestimait la température. Fait que selon les conditions, ça peut affecter justement la... T'sais, en fait, si tout le temps on disait ça sous-estime de 0,5, Ça serait facile. c'est pas si pire parce que Ouais. tu le prends tout le temps, tu En l'as en tête, considération, fait que peu importe ouais. la température à l'extérieur, ça va tout le temps sous-estimer. Fait que dans ta tête, tu dis, ça me dit que j'étais à 39, mais sûrement j'étais à 39,5. Ouais. Mais là, le problème, c'est que selon les conditions, ça change. Mais là, ça devient problématique. Fait que c'est un peu ça à considérer quand tu prends cet appareil-là. Je pense qu'en tant que tel, Mais est-ce que c'est. Je t'interromps parce que je me dis, entre ces zones-là dont tu parles, le 39, 39,5, c'est pas là qu'on veut aller pour les séances. Là. Tu m'as dit qu'on allait à 38,5. Fait qu'au exact. final. Si tu l'utilises, mettons, une acclimatation à chaleur, ça, c'est un peu moins pire, mais tu sais, il y a différents moments que tu veux l'utiliser. Dans le fond, ce qui est le fun aussi de cet appareil-là, c'est que dans le fond, tu peux le mettre aussi sur ta montre ou même sur ton computer, ton computer en vélo. Fait qu'en temps réel, tu pourrais l'avoir, cette température-là. Fait que là, si à la fin de ton marathon à Hawaï, mais là, ça sous-estime ta température corporelle, c'est un peu problématique. Est-ce que, mettons, je pense à me l'acheter, Antoine. Ouais. Non, peut-être pas tout de suite. Mais, mettons, je me la jette, là. Je me projetais déjà, là. Puis que, y a-t-il une différence? T'sais, moi, quand je m'entraîne dans ma salle, dans mon sous-sol, c'est une petite pièce, puis ça se réchauffe vite. Fait que, tu peux faire 25, 26, 27 après 45 minutes parce que j'ai chaud, puis c'est une petite pièce de genre 8 par 10. Si je mets un jersey par-dessus, mettons qu'on dit, OK, j'ai le corps qui est strappé après, qui est clippé sur ma heart rate monitor. Est-ce que ça va influencer si je mets un veste ou juste un jersey de vélo? Tu sais, parce que, mettons, ça va sûrement... Ma peau va devenir plus chaude que si je suis en bedaine. Si je suis en juste Ta torse peau va nu. être plus chaude, puis c'est justement un des paramètres qu'eux, ils prennent en considération. OK. Techniquement, ça va pas si impacter. Le pire, c'est justement le vent. Là, peut beaucoup impacter. Fait que, si en fait, ça va peut-être l'aider parce que si tu es en bedaine, Ouais. puis là, tu as un ventilateur qui frappe directement la Ça va ceinture, refroidir ma peau ça va aussi. sûrement refroidir à cet Non, moi, endroit-là. j'ai juste des chaufferettes en OK, fait. ouais, c'est ça. Non, je te laisse, mais... Fait que ces facteurs-là peuvent affecter aussi. Fait que OK. même, justement, tu sais, comme... Pour ça, si tu fais du vélo à l'extérieur, tu as un cycling jacket, mais là, Ouais. déjà, ça améliore... Idéalement, là, tu veux ça pas- améliore. Tu sais, puis nous, on est une des rares qui l'a mesuré en vélo puis d'un effort... en course à pied puis d'un effort court. OK. Fait que c'est quand même des conditions qui sont plus difficiles pour l'appareil. Versus, mettons, un vélo, surtout quand l'effort est quand même plus constant, température corporelle réelle, elle reste plus constante. Fait que l'appareil va avoir un peu plus de facilité à capter ça, tu sais. Mais c'est quelque chose à prendre en considération que c'est pas 100% valide. Mais comme je t'avais parlé juste avant qu'on débute le podcast aussi, c'est l'avantage un peu de cet appareil-là, c'est que c'est un algorithme, dans le fond. Fait que, techniquement, l'algorithme pourrait s'évoluer. Fait que si tu l'achètes maintenant, ton appareil, peut-être que dans 1 an, l'appareil va être mieux. Puis, tu sais, moi, ce que j'aimerais, en fait, que cet appareil-là fasse, parce que nous aussi, on l'a mesuré dans une autre condition, c'est quand on ingérait aussi un liquide froid. Oui. Puis là, c'est là que l'appareil est encore le pire. Parce que dans le fond, quand tu ingères
soit une slotch ou un liquide froid, tu refroidis ton corps de l'intérieur, mais ça fait que ta température corporelle interne diminue, mais pas ta température de la peau. Fait que là, dans le fond, la température interne était vraiment plus basse, mais eux, ils l'estimaient qu'on était vraiment plus haute. Ce que j'aimerais, en fait, que l'appareil fasse, c'est qu'en fait, parce que je pense que l'algorithme pourrait être optimisé si tu fais la course à pied, si tu fais, tu pourrais même, l'idéal, c'est que tu dis, là, je fais un effort de vélo, tu sélectionnes quelque chose, tu te dis environ, est-ce que je suis dans une condition très humide, sec? C'est quoi un peu mon range de température? C'est quoi le contexte de mesure? Pour qu'eux, ils aient toutes ces informations-là, puis ils optimisent l'algorithme pour ces conditions-là. Puis même de dire, là, je vais utiliser une stratégie de refroidissement, que ce soit de mettre une veste refroidissante ou prendre la slotch, pour que ça prenne tout ça en considération. Mais tu sais, même si l'appareil reste... faut qu'il s'améliore, je pense que c'est vraiment un positif qu'il y a des compagnies ou d'autres compétiteurs qui développent des appareils similaires parce qu'il y a un réel besoin justement d'avoir des appareils non invasifs qui sont pas si chers que ça. C'est comme je te disais tantôt, la sonde gastro-intestinale qui coûte 80$, mais tu l'utilises seulement une fois. Moi, je te garantis que si je l'achète, je la flusherai pas. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir un genre de façon dans ta toilette pour la récupérer. Ben oui. Mais c'est ça, là, si mettons, je vais la récupérer 300. et je vais la mettre dans la poubelle au lieu que ça aille à OK, ouais, c'est ça. Au moins, c'est déjà mieux, là. Ouais. Mais si l'appareil coûte comme quelques centaines de dollars, mais tu utilises... C'est combien ça coûte, là, le core? Il me semble que c'est autour de 200-300, peut-être $300, quelque chose comme ça. As-tu une licence pour utilisation, genre? Non, dans le fond, c'est juste une application que tu peux utiliser. Moi, j'ai une Polar. Fait là, moi, je veux juste dire à mes clients là, chez Physio Vélo, venez pas me voir pour me dire comment ça marche. Là. Ouais. C'est assez simple. Je sais aussi qu'ils ont sorti récemment. Ouais, contactez-moi, je vais leur aider. Je pense que même si notre étude puis j'ai aucun lien avec la compagnie. Là, non, sinon, tu nous aurais donné ton code promo, j'espère. Non, surtout, en fait, mon étude n'est pas nécessairement positive sur cet appareil-là. Ouais, t'as vraiment décrit les limitations. Je pense que c'est pas un frein. Mais tu peux aller travailler pour eux. Ouais, peut-être. Idéalement. C'est pas nécessairement un frein pour l'utiliser. Je pense que ça peut quand même te donner de l'information. Surtout, justement, c'est tant qu'à être vraiment comme complètement à l'aveugle quand tu fais de l'acclimatation à la chaleur, puis avoir aucune idée de ta température corporelle. Si au moins tu te dis, là, j'étais à un plus ou moins 0.5 degrés Celsius, c'est quand même mieux que rien. Ouais, exact. Et de toute façon, tu veux être dans un range de 38,5 quand tu fais ton acclimatation à chaleur. Fait que plus ou moins 0.5, ça va, là. C'est quand même pas si pire que ça. Fait que c'est quand même un outil intéressant à regarder, mais s'il y a d'autres compagnies, c'est de voir. Pour ça, ce genre d'études-là scientifiques qui n'ont aucun lien, dans le fond, avec la compagnie, c'est important pour justement valider ce... C'est ça, la science. Un peu comme justement l'étude sur le bandeau, dans le fond, que le bandeau, c'est incroyable. OK, on rentre dans la partie stratégie de refroidissement. Exact, ouais. Commence par le bandeau. Mais en fait, juste faire un petit résumé dans le fond. J'essaye, là, Antoine. Vas-y, résume-nous ça. Dans le fond, ça peut être avant, pendant ou après l'effort. C'est ça. Tantôt, tu as parlé de ça, le pré, pair, post. Fait que dans le fond, avant, sur le Tour de France, on le voit, les gens, ils vont mettre leur veste pour... principalement dans les épreuves contre la montre, parce que genre ça dure pas longtemps, puis mais tout le temps, là, parce qu'il commence à faire vraiment chaud au Tour de France. C'est ça, le désavantage, mettons, du stratégie de pré-refroidissement, c'est que l'effet bénéfique va durer 20-25 minutes, tu sais. C'est pour ça qu'il y a un time trial. Un time trial, c'est parfait, où la majorité des gens, ils vont combiner pré-refroidissement avec par-refroidissement. Puis ça peut être justement s'immerser dans un bain d'eau froide ou des choses comme ça, ou même ingérer de la slotch, dans le fond, pour te refroidir. Puis dans le fond, tu as aussi les deux catégories. Tu as refroidissement externe et comme interne, dans le fond. Chères auditrices, chers auditeurs, cette publicité s'adresse exclusivement aux professionnels de l'industrie du vélo qui souhaitent se former en bike fitting. Donc, si jamais vous ne correspondez pas à ce profil, vous pouvez sauter sans problème cette annonce qui dure environ 60 secondes. Je vous laisse avec l'épisode. Si par contre, vous faites partie des chanceux qui travaillent dans le domaine du vélo et qui sont passionnés de vélo, sachez que chez Physio Vélo, on a formé plus de 1500 étudiants avec nos e-learning. Donc, vous avez des dizaines d'heures d'enseignement qui vous permettent de démarrer votre service d'études posturales et qui va vous permettre de travailler au quotidien avec des cyclistes tout en étant capable de prendre en charge leur pathologie et d'améliorer leur confort et leur performance sur le vélo. Si vous faites partie de la gang de chanceux qui sont aussi des physios et des kinés, sachez qu'on offre des formations, des séminaires en présentiel, la certification Physio Vélo Expert et la certification Physio Vélo Expert Plus pour devenir vraiment des experts de l'analyse et de l'évaluation de vos cyclistes. Donc, vous pouvez aller voir le calendrier qui est dans le lien
dans les liens sous le podcast, dans la description. Vous allez avoir le calendrier de formation 2025. Il reste quelques places, mais ça va partir très, très vite. Et on a aussi le curriculum de formation qu'on vous suggère. Donc, tout ça se retrouve en ligne directement à physiovelo.com. On espère vraiment vous retrouver et continuer d'émanciper les professionnels du vélo qui veulent devenir des experts dans la prise en charge des cyclistes. Sur ce, je vous retourne à l'épisode. Merci. Je veux juste, parce que je pense à mon pré, puis je vois les athlètes dans ma tête en ce moment qui sont autour en train de se faire leur warm-up. Puis dans le fond, c'est que ce qui est étrange ou ce que j'ai besoin de précision de ta part, c'est le fait que tu as une veste de refroidissement alors que tu es en train de faire ton warm-up. Fait que dans le fond, tu as besoin de faire un warm-up pour ton effort pré-time trial. Mais en même temps, tu crées de la chaleur avec ton corps, mais ce que tu veux t'assurer, c'est de ne pas tout de suite commencer ton time trial à 38,5. C'est ça, c'est ça, en fait, dans le fond. Parce qu'au final, ils pourraient juste chiller avec leur veste, ils seraient bien plus refroidis, mais ils ne seraient pas warm-upés. Fait que là, c'est comme la question du trade-off. Tu as besoin d'un warm-up pour être prêt à l'effort. Puis là, ben, tu mets la veste, mais tu acceptes que même à ça, ta température corporelle, probablement qu'elle va s'élever un peu. C'est ça, dans le fond, d'un point de vue de juste de thermorégulation, le best, c'est comme tu mets une veste refroidissante, tu es dans une salle acclimatisée, en plus tu prends de la sludge, là, tu pars tout de suite ton effort. Mais là, tu vas être très froid, aucunement réchauffé. Tu vas pas ta température corporelle pendant ton time trial va être vraiment basse, sûrement. Tu seras peut-être pas bon. Tu vas pas être nécessairement bon. C'est pour ça que ce qui est important justement pour les études, c'est d'avoir des études que justement, puis de plus en plus on en voit qui vont justement essayer de répliquer des vraies conditions dans la vraie vie. Fait qu'étudier des stratégies de pré-refroidissement, mais avec un warm-up. Puis dans le fond, c'est que possiblement qu'avant, les gens ils allaient faire un warm-up, puis là déjà, ils allaient débuter leur effort avec une température corporelle très élevée. Là, c'est dans le fond, oui, ta température corporelle va augmenter à cause du warm-up, mais au moins, la veste va permettre de limiter. D'atténuer l'augmentation de la température corporelle pour t'assurer que ça ne soit pas si élevé que ça. Pour ça que des fois, ils vont combiner différentes stratégies comme la slush, la veste. Parce qu'au moins aussi, c'est que tu refroidis ton torse, mais tu gardes tes jambes chaudes. Tu veux pas non plus, il y avait d'autres études qui allaient refroidir les jambes et le torse, mais refroidir les jambes, si tu t'en vas faire un effort, c'est peut-être pas exact, parce que même la chaleur, d'un point de vue de comme contraction musculaire, est bonne. Pour tous les efforts explosifs, la chaleur va améliorer ta performance. Fait que c'est un peu un trade-off, puis de justement l'utiliser de façon plus intelligente. Pour ça que la veste est le fun pour ça, parce que tu peux faire plein d'activités, tu peux te promener, tu peux genre... Quelqu'un qui va faire un triathlon pour installer sa zone de transition, il porte sa veste, versus, mettons... Donne-leur pas des idées, Triathlon Québec, watchez-vous si tout le monde arrive avec une veste l'année prochaine. Mais c'est mieux que sinon, tout le monde apporte son bain d'eau froide dans la transition, puis là, ça devient compliqué, tu sais. Fait que c'est de trouver des stratégies qui sont, oui, efficaces, parce que, tu sais, d'un point de vue gold standard, le bain d'eau froide, c'est le meilleur. Mais c'est peu pratique, tu sais. Pour la pré-performance. OK, si on rentre dans la paire refroidissement, j'aimerais juste ça qu'avant que tu deviennes geek, ben non, puis c'est pour ça que tu es là, on s'entend, mais j'aimerais ça qu'on décrive un peu discerner le vrai du faux, les mythes là, de refroidissement. Là. Les mythes et la vérité versus les mythes. Tu sais, peut-être dans ce que tu entends, là, quand tes athlètes ils viennent te consulter, ils pensent à quoi? Comme c'est quoi, là, se mettre une débarbouillette d'eau froide dans le front ou, je sais pas, prendre un verre d'eau très glacée. Tu sais, y a-tu des mythes comme ça qu'il faut que les gens fassent attention, mettons? En fait, il y a relativement peu de mythes, mais peut-être il y en a qui vont surestimer l'effet que certaines stratégies ont. Qu'est-ce qui est surestimé, mettons? Mais en fait, parce que, tu sais, comme j'expliquais, dans le fond, ton cerveau, dans le fond, c'est un peu comme la théorie du gouverneur central, dans le fond, qui va dire, dans le fond, quand est-ce ralentir ou quand est-ce, c'est comme arrêter ton effort. Ça, c'est la prochaine partie. Je l'ai scrollé, ton document, puis là, j'étais comme... J'ai pas eu le temps de le lire avant. Mais ça démontre juste un peu, dans le fond, juste l'effet psychologique a sur la performance puis ta régulation de l'effort. Mais c'est une théorie, tu sais. C'est une théorie, mais tu sais, il y a cette théorie-là, mais aussi la théorie, mettons, anticipatoire de l'effort. C'est ça que j'avais le goût de lire. Là. Qui est légèrement différente, mais c'est juste que ça enlève le principe qu'il y a une région, mettons, du cerveau qui s'occupe de ça. Tu sais, c'est un peu plus... Relativement, c'est un peu la même chose, mais c'est juste dans le fond que... Tu sais, je pense, selon moi, c'est un peu... C'est toujours un mélange de plein de choses, dans le fond. Là. On est un organisme plutôt complexe. Très complexe. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet de notre cerveau puis notre perception de l'effort ou de la chaleur sur notre performance, sur notre gestion de l'effort.
Fait qu'il va y avoir certaines stratégies, comme par exemple l'ingestion de menthol. C'est ce qu'on a, mettons, dans notre gomme ou dans notre pantalon. Ça procure vraiment un effet de fraîcheur. Ouais. Puis, en percevant qu'il fait plus froid ou en fait moins chaud, tu vas être ça dit à ton cerveau, il fait pas si chaud que ça, je vais me pousser encore plus. Fait que techniquement, ça peut aider possiblement la performance, mais ça n'a aucun effet sur ta température corporelle. Même au contraire, fort probablement, tu vas finir ton effort avec une température corporelle encore plus élevée. Mais d'un point de vue santé, comme sécurité des athlètes, c'est peut-être pas le mieux, mais d'un point de vue de performance, c'est quand même intéressant. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est toujours combiné avec une stratégie qui va réellement avoir un effet sur la température corporelle. Puis certaines stratégies, comme par exemple, mettons, mettre un peu d'eau froide sur son visage ou son front, selon la quantité d'eau froide ou la température de l'eau froide, ça ne va pas nécessairement tout le temps refroidir vraiment ta température corporelle ou atténuer ton augmentation de la température corporelle, mais ça va faire dire à ton corps un peu le même principe dans le fond que l'ingestion de menthol. Okay. Mais, par exemple, il y a différentes régions dans le fond du corps qui sont intéressantes à refroidir. Puis la règle un peu générale, c'est que plus tu refroidis une grosse région, plus ça risque d'avoir un impact important sur ta température corporelle. C'est pour ça que un bain d'eau froide ou une veste, ta veste, ça refroidit tout ton torse. C'est quand même intéressant. Versus, mettons, refroidir seulement ta tête ou ton front, c'est quand même une petite surface. Mais l'intérêt, justement, de refroidir ta tête, c'est que pendant un effort, notre cerveau, ça produit beaucoup de chaleur. Fait que la température de ton cerveau est souvent un peu plus élevée que ta température de le reste de ton corps, puis encore plus des fois dans un effort. Fait que refroidir spécifiquement ton cerveau ou ta tête, même si ça représente une petite région, c'est quand même une région intéressante à refroidir. Fait que c'est intéressant de voir que de façon générale, les gens, de façon intuitive, vont faire ce qu'un peu la science dit en tant que telle. Puis c'est un peu tout le temps ce que j'ai fait. Ou est-ce que la science, finalement, fait juste découvrir pourquoi on fait les choses de manière... Dans le fond, la science est tout le temps un peu en retard des fois sur certaines choses. Je pense qu'on peut le prendre de ce bord-là. Moi, ça me rappelle beaucoup un épisode que j'ai fait avec Myriam Paquette, la physiologiste de l'exercice, parce qu'au final, on ramène ça au fait que tu peux te fier à tes sensations pour savoir si tu es en surentraînement. T'sais, ton corps, il t'envoie des signaux par rapport à ton sommeil, à ta faim. C'est tous des signaux plein de choses. C'est déjà vraiment bien efficace, tout ça. Fait qu'il faut faire attention. Mais je trouve ça intéressant comme petit détour. Je voulais qu'on parle de ton hyperhydratation. L'hyperhydratation au glycérol. Dans le fond que... Pourquoi au glycérol? C'est quoi tu faisais ingérer là, aux gens? Dans le fond, le glycérol, c'est quelque chose que tu peux juste acheter, dans le fond, à la pharmacie. Dans le fond, c'est comme la glycérine. OK. C'est assez peu coûteux. Dans le fond, c'est comme... Mais là, on dit pas aux gens de faire ça, là. Pas pour notre étude, ça marche pas nécessairement. Dans d'autres circonstances, ça pourrait fonctionner. C'est quoi? Explique-moi, parce que ça, je t'avoue, c'est le bout que j'avais le plus d'interrogations sur. C'est ça. Idéalement, tu veux débuter ton effort au moins hydraté, dans un état d'hydratation normal. OK. Souvent, dans la majorité des cas, si tu prends les prises de sang sur des gens, on est souvent déjà un petit peu déshydraté. Ouais. Déjà, le bare minimum, c'est d'arriver sur le site de ta compétition bien hydraté. Ouais, mais sans avoir trop envie d'aller aux toilettes. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Mais là, les gens, ils sont intéressés à débuter l'effort hyper hydraté. Fait qu'un état d'hydratation plus élevé que la normale. OK. Le problème, c'est que tu peux pas prendre 2 litres d'eau dans les heures avant ton épreuve. Ben oui. Tu vas tout l'uriner ou des fois, même ton corps, il va surcompenser. Puis dans le fond, tu vas même plus uriner que ce que tu as réellement pris, dans le fond. C'est assez faible, la différence, mais quand même, des fois, c'est quand même intéressant de penser que tu bois tellement beaucoup, mais dans le fond, même... Ça rentre pas. Ça rentre pas, dans le fond, tu sais. Par contre, si tu le prends... Pour ça que si tu essaies d'être hyper hydraté, il faut que tu le prennes avec des agents osmotiques, dans le fond, des agents qui vont permettre de conserver, dans le fond, ces liquides dans ton corps. Fait que les deux options, dans le fond, c'est ça avec beaucoup de sel ou avec du glycérol. Puis le glycérol est un produit qui fait ça. T'sais, vraiment, c'est naturel. Dans le fond, dans notre corps, on en a parce que c'est une molécule qui fait partie, dans le fond, des triglycérines, dans le fond, les lipides, dans le fond, dans notre corps. Puis en ingérant beaucoup de liquide avec le glycérol, ça va permettre de mieux garder ce liquide-là. Tu vas quand même en uriner quand même une bonne quantité, mais tu vas quand même en conserver pas mal. Par exemple, dans notre étude, les participants ils étaient environ 1 kg ou 0,8 kg
de plus de poids qui était juste dans le fond de l'eau. Wow. Puis aussi, l'eau, elle se disperse quand même assez bien aussi dans ton corps, autant comme dans les compartiments intra- puis extracellulaires. Puis en fait, nous, notre intérêt, l'intérêt général, en fond, c'est justement, tu débutes ton effort plus hydraté, tu devrais terminer ton effort moins déshydraté. Donc, ça devrait moins affecter ta performance. Fait que la majorité des études, c'est surtout sur des efforts très longs, puis des efforts comme un demi-marathon où il y a une certaine étude sur compétition de vélo de montagne ou des choses comme ça. Puis dans certains cas, ça peut, s'il fait très chaud, puis si tu n'as pas aussi l'opportunité, par exemple, une course en trail où tu n'as pas beaucoup accès à de l'eau, ça pourrait possiblement peut-être t'aider à mieux performer parce que tu vas être un peu moins déshydraté. Mais dans la majorité des cas, tu as souvent accès à de l'eau. C'est rarement un problème. Fait que possiblement que tu ne devrais pas avoir besoin de faire cette stratégie-là. Mais nous, notre intérêt, c'est de l'étudier sur un effort court qui est un 5 km. Parce que dans le fond, en augmentant ton volume d'eau corporelle, tu augmentes aussi ton volume plasmatique. Fait que c'est de voir si cette augmentation-là du volume plasmatique a augmenté dans le fond ton VO2 max et donc augmenter aussi ta performance dans un effort court comme un 5 km. Parce qu'un 5 km, c'est environ à 92% de ton VO2 max. Fait qu'un très haut niveau, très haut pourcentage de ton VO2 max. Fait que notre théorie, c'est que ça allait possiblement augmenter la performance d'un 5 km. Ce que ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas vraiment nuit. Il n'y a juste pas eu d'effet. Mm-hmm. Puis il faut aussi prendre en considération que le 0.8, ou même en fait, parce que dans le fond, dans l'état de contrôle, ils ont même perdu un peu d'eau. Fait qu'il y avait même une différence de 1 kg entre les deux conditions. Ce poids de là de plus, ça va affecter ton économie d'effort possiblement aussi. Donc, ça peut impacter ton économie aussi. Le trade-off d'être plus lourd. Exact. C'est ça. C'est pour ça que là, quelque chose qui pourrait être très intéressant, puis ça serait, mettons, une épreuve que je pense qu'il y aurait un intérêt à faire ça, c'est comme l'épreuve de vélo, le record du monde, mettons, de 1 heure sur le vélodrome, où le poids a relativement peu un impact. C'est comme... Une fois que tu es démarré, ton inertie, ça va. Là. C'est ça. Puis aussi, tu n'as aucune opportunité de t'hydrater pendant. Aussi, en fait, l'intérêt aussi, c'est de le faire dans une température chaude quand même, parce que la densité de l'air est moins bonne. Fait dans le fond, c'est juste de trouver le trade-off entre parce que les c'est raccords, assez chaud pour que ta intéressant. température corporelle, pour que la densité de l'air est plus basse, mais pas trop chaud pour que ça nuise ta performance. Trouver le sweet spot. Mais là, justement, s'il fait assez chaud, tu vas encore plus perdre de l'eau. Tu vas être hyperhydraté. Fait que peut-être l'hyperhydratation glycérol pourrait être intéressante dans cette condition-là. Ou des fois, je pense, par exemple, aussi des compétitions d'eau libre. Des fois, ça a lieu dans les conditions très chaudes. Puis, c'est là, comme on parle, mettons, ta sudation n'est pas efficace quand c'est humide. Quand tu es dans de l'eau chaude, il n'y a rien de pire que ça. Là. C'est possiblement la pire condition pour faire un effort intense. C'est littéralement comme si des fois, il y a eu des compétitions à Hawaï ou des choses comme ça. C'est comme si tu essaies de nager dans un bain chaud. T'sais. Fait que là, pour tous ceux qui ont déjà nagé dans une piscine trop chaude, c'est très désagréable. tellement difficile. Fait que, peut-être là, dans certaines conditions comme ça, là, ça pourrait être possiblement intéressant. Ouais. Mais juste de boire beaucoup d'eau avec du sodium, ça pourrait être intéressant. Par contre, des fois, les troubles gastro-intestinaux sont plus importants des fois avec l'hyperhydratation au sodium qu'avec le glycérol. T'sais, dans le temps, quand les premières études, on pensait vraiment que ça allait être comme la grosse révolution qui allait changer le monde. Puis les Gatorade de ce monde-là, ils utilisaient beaucoup ça. Même ils pensaient en intégrer dans certains produits. Ça a quand même perdu un peu son intérêt. Parce que aussi, en fait, à un certain moment, ça a été banni par World Athletics. Parce qu'en fait, tu augmentais tellement ton volume plasmatique, ça crée une hémodilution. Fait que si tu as un athlète se dope, mais il pourrait cacher des fois certaines concentrations en se diluant dans le fond. En fin de compte, ils ont remarqué que ça faisait pas... Il n'y avait pas une raison vraiment de le bannir. Fait que depuis quand même, je pense que c'est 2018, c'est permis, ou même plus tôt que ça. Okay. Mais... Est-ce que tu penses que c'est des stratégies qui sont déjà testées en ce moment par certaines disciplines, certaines équipes pro, certains athlètes? Je pense que certains athlètes vont l'utiliser à certains... je pense que peut-être quand... nous, on a quand même augmenté pas mal le volume d'eau corporelle. Il y aurait une façon de peut-être le diminuer un petit peu, puis peut-être une augmentation un peu plus faible pourrait aussi possiblement augmenter ton
ta performance en tant que telle. Fait que c'est peut-être de plus trouver tweaker. la dose idéale. Puis peut-être dans un sport justement comme le vélo où ta masse est moins... parce que le déplacement que tu as à faire de ta masse corporelle en course à pied est pas mal différent. Exact. Ou tu sais, même, des fois, tu sais, le championnat du monde de vélo, des fois, ils font comme... C'est des épreuves, des fois, de 6 heures. Pendant le premier 4 heures, il se passe pas grand-chose. Mais des fois, il fait très chaud, puis c'est dans le dernier 2 heures que là, tu veux vraiment performer. Fait que c'est pas si grave si tu es peut-être 1 kilogramme de plus au début. Des fois aussi, le parcours est plus moins dénivelé au début. Fait que c'est de plus regarder un peu selon les conditions de course ou... Je pense aussi des fois le marathon des sables en trail running. Certains sports comme ça, ou même des fois que tu dois apporter toute ton hydratation pour l'épreuve, que là, ça pourrait être possiblement intéressant d'avoir quelque chose là. de plus... c'est ça, pour t'aider à retenir plus d'eau. Là. Exact. Surtout de te hydrater avant. Mais pas juste avec des électrolytes, pas juste avec du sodium. Là. C'est ça. Peut-être, Puis en fait, il y a certaines études, dans le fond, la combinaison de sodium et glycérol aussi peut être intéressante également. Fait que de jouer un peu avec ça, ça pourrait être possiblement intéressant. Est-ce que c'est vrai que c'est un mythe ou une réalité de boire avant d'avoir soif? Oui, puis non. En fait, nous, notre... c'est quoi l'état de la science là-dessus? Mais en fait, un mythe, c'est dans le fond que souvent, à partir de 2% d'hydratation, ou en fait, dans le fond, un gros mythe, c'est justement dès que tu as soif, ta performance est diminuée, ou qu'à partir de 2%, déjà, ta performance a diminué. Puis en fait, c'est mon professeur de doctorat, lui, il a fait une méta-analyse de toutes les études, puis il a déterminé que jusqu'à 4% de déshydratation, il n'y a aucun impact sur la performance. C'est beaucoup quand même, 4%. C'est quand même beaucoup parce que l'erreur que beaucoup d'études faisaient, c'est que dans le fond, les participants faisaient des efforts intenses, par exemple dans des conditions environnementales, mais il n'y avait pas un ventilateur qui allait répliquer les conditions à l'extérieur. Tu sais, n'importe qui fait du vélo à l'intérieur, le ventilateur est très important. Fait que, ça prend, pour faire les études, par exemple, sur l'hydratation, ça prend des conditions qui vont répliquer les conditions parce qu'au extérieures. Final, si tu diminues ta performance en laboratoire... Est-ce que c'est vraiment une diminution de la performance le jour de la course? Faut que... C'est ça. D'où l'intérêt que tu dis de toi, faut vraiment qu'on fasse des études qui recréent les conditions le plus possible en terrain. C'est juste le fait surtout de faire, si on parle de performance. Là, exact. C'est comme faire un effort de contre-la-montre versus un effort jusqu'à épuisement. C'est pas la même façon que tu vas réguler un peu ton effort. Puis tu vas aussi devoir sur le terrain que les gens qui allaient gagner des marathons, souvent, ils vont terminer avec comme 8% d'hydratation. Ça veut pas dire que qu'à la fin de l'épreuve, ce 8%-là n'affectait pas la performance, mais ça montre quand même que tu peux quand même justement faire un marathon en 2h02, 2h03, puis quand même être très déshydraté. T'sais. Mais c'est sûr que je recommande pas ça, non. mais je pense qu'on a quand même une plus grosse marge de manœuvre qu'on le croit. Puis il y a quand même aussi un problème aussi, mais une autre considération, c'est ici de se trop boire d'eau, c'est trop boire d'eau sans prendre des électrolytes. Puis le risque de l'hyponatrémie est aussi gros que le risque d'hydratation ou pas sinon pire. C'est sûr, en termes de statistiques, il y a plus de déshydratation en tant que telle, mais l'hyponatrémie, qui est dans le fond une dilution dans le fond de ton sodium dans ton sang, les impacts sont très, très négatifs. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention à dire tu peux jamais boire trop. Dans le temps, il y avait plein de gens qui allaient dire ça, puis ça peut être dangereux de boire trop. Puis on voyait beaucoup de participants que sur un marathon, ils allaient terminer, puis même avoir un poids corporel plus élevé que quand ils ont débuté, dans le fond, leur épreuve. Puis ça devient dangereux. Là. Oui, c'est sûr. Puis ça, c'est le fait aussi qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au sport. Fait que, des débutants, il y en a de plus en plus à chaque année. Exact. C'est normal, mais c'est tough de s'y retrouver quand t'es inondé d'informations. Exact. Qui durent genre 30 secondes le clip. Ouais, c'est ça. Puis en fait, en plus, l'hyponatrémie, ça affecte encore plus les gens qui sont un peu plus lents. Ouais. Par exemple, pour un marathon, parce que quelqu'un qui fait son marathon en 5 heures versus en 2 heures et quart, il y a plus le double de temps pour boire aussi. Ouais. L'intensité relative par rapport à son VO2 max est plus basse, fait que son taux d'oxydation est plus bas. Fait qu'il y a moins besoin de boire encore plus, mais il y a plus d'occasions de boire, puis il croit qu'il faut vraiment qu'ils boivent beaucoup. Ouais. Fait que c'est pour ça que justement, on va trouver des gens qui vont terminer l'épreuve en ayant augmenté. En augmentant le poids, qui serait impossible, par exemple, pour quelqu'un qui gagne son marathon en 2 heures, parce que des fois, tu vas voir des gens qui vont perdre plus de 3 litres par heure. Fait que dans son marathon, c'est comme 6 litres d'eau ou plus
de liquide qui perd, aucun marathonien peut boire ça. Va pouvoir boire ça, surtout à cette intensité-là. OK, on approche de la fin, Antoine. T'es-tu prêt? Ouais, je pense. Je pense. On essaie de faire en bas de 2 heures. Mais on va avoir le temps. Tu sais, l'hyponatrémie, c'est un sujet vaste. Puis je pense que ça pourrait être le fun c'est sûr, ça va être le fun de te recevoir encore, mais on choisira un autre sujet. J'avais le goût qu'on parle un peu plus question méta, un peu plus psychologique, même, disons, philosophique sur le fait de, tu sais, apprendre à écouter son corps. Puis à quel point, toi, j'aimerais savoir, toi, t'en es rendu où sur l'utilisation de la techno dans ton entraînement? Tu sais? Est-ce que c'est comme, t'as le goût, puis des fois, tu te dis, il faudrait que je la laisse de côté. T'es comme, c'est quoi ta relation là, maintenant que t'es comme en train de relaxer, d'apprendre à rien faire? Ouais. En fait, c'est bizarre parce que, tu sais, j'ai étudié tellement, justement, tu sais, comme la science du sport, puis c'est tout ce qui se passe, c'est toutes les métriques. Fait que là, tu sais, les gens, ils pourraient penser que dans mon propre entraînement, je suis très geek. Mais en fait, justement, je pense que peut-être pour moi, le sport, c'est comme un break du reste. Que ça soit de mon coaching ou de mes études quand j'étudiais. Que j'ai besoin pour moi de comme. Si j'avais tout le temps à regarder justement ma fréquence cardiaque, mon power, ma température corporelle, tout le temps prendre mon lactate à chaque training, je pense que je perdrais le fun que le sport m'amène. Pour moi, c'est comme le sport, j'utilise plus comme une évasion du reste. Puis même si je recherche quand même la performance en sport, j'ai plus une pratique qui est différente un peu de la norme en tant que telle. Là, je suis plus comme si on en a parlé des fois. Là, pour moi, c'est juste je vais partir très longtemps à courir en trail ou très longtemps à faire du gravel. Fait que même des fois, mon approche que j'ai avec mes athlètes que je coach est plus scientifique que mon approche que j'ai avec moi-même. Ben oui. Parce que. Puis y a-tu des athlètes qui te demandent d'être. Parce que tu sais, quand tu prends un coach, nécessairement, il faut comme votre relation, elle passe un peu par de la data. Ouais. Mais elle passe aussi par du relationnel, tu sais, dans le sens que tu poses des questions, comment tu te sens, etc. Ouais. Puis est-ce que tu vois une tendance dans la population quand les gens viennent vers toi? Est-ce qu'ils veulent avoir une relation qui passe beaucoup par les données ou qu'ils veulent... Tu sais, moi, je pense qu'il y a différents types d'athlètes, puis il y en a qui veulent être beaucoup dans le relationnel, puis il y en a qui veulent être dans la donnée. Est-ce que je me trompe? Je pense qu'il y a un mix des deux, puis justement, j'avais... une conversation récemment par rapport à ça, puis on parlait justement de l'intelligence artificielle dans le sport. Puis tu sais, je pense que justement, tu sais, puis de plus en plus, si tu as d'autres options, toi, tu as des programmes que justement, tu parles à la personne, c'est comme pratiquement un robot qui te fait tes plans, ou des fois, tu as des plans, tu sais, comme sur TrainingPeaks que tu achètes, puis c'est ça. Je pense que les gens, justement, qui veulent chercher un coach, c'est oui d'avoir le plan en tant que tel, mais d'avoir aussi cette communication, tu sais, constante avec l'athlète pour voir, puis le coach, pour voir comment l'entraînement évolue, puis parler du reste des choses, puis aussi juste parler de comme... Comment ça va? Tu sais, le training, c'est... Il y a une partie... Je dis tout le temps que l'entraînement pour le sport, c'est pas half and half, mais il y a un mélange entre la science puis l'art, puis c'est comme, il faut trouver un peu... Justement, si tu écoutes toute la science, des fois, tu peux être trop mélangé parce qu'il y a plein de théories différentes. Il faut aussi que tu prennes comment écouter ton athlète, voir comment il répond à certaines choses. Parce que même si dans ta tête de coach et de physiologiste, tu as un protocole en tête ou tu sais que c'est tout marqué noir sur blanc, c'est pas applicable à tous les athlètes. Fait que c'est surtout une question de s'adapter à tout le monde. Puis tu vois tellement des profils différents d'athlètes. Comme il y a des gens qui sont un peu plus comme moi que des fois, à la fin de semaine, ils veulent pas nécessairement de faire son vélo sur le trainer puis juste suivre les watts. Ils veulent des fois aller en ski de rando, faire du ski de fond. Puis ensuite, il y a un autre profil que c'est comme... Même des fois, l'été, ils vont préférer faire leur training indoor parce qu'ils cherchent les watts. Fait que c'est d'apprendre, dans le fond, à connaître l'athlète, ce qu'ils recherchent vraiment. Puis certains athlètes vont justement être un peu plus geek en tant que tel. Puis d'autres un peu plus... moins geek en termes de métriques. Puis c'est pas nécessairement, de ce que je remarque, c'est pas nécessairement à cause du niveau de l'athlète, si débutant ou avancé. La performance, ça se retrouve dans ces deux profils-là. Exact. Dans mettons, les athlètes que je coach, qui sont comme les plus haut niveau, plus performants, je vais retrouver les deux types de profils. Puis les deux vont avoir possiblement des performances similaires. Fait que je pense que c'est de trouver ce que tu aimes. Puis je pense que c'est ça la clé, justement, pour le sport, surtout le sport d'endurance, quand on parle de longévité. C'est de trouver ce qui fonctionne vraiment bien pour moi. Puis si moi, par exemple, comme athlète dans ma carrière de triathlon, si je m'étais tout le temps dit il faut que j'aille absolument
une approche scientifique, puis aller chercher un coach, mettons le coach de Jan Frodeno, un Allemand qui va être très, très, très strict sur certaines choses. Ça n'aurait pas marché pour moi, puis je serais sûrement arrêté ma carrière plus tôt. Que moi, ça me prenait plus un coach qui avait plus une certaine flexibilité, puis qui allait un peu avoir le même langage, la même philosophie de training que j'avais, tu sais. Good. Hey Antoine, on va aller faire ton bike fit de gravel. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton gravel cette année? C'est-tu une partie de ton année que tu as hâte? Tu t'en vas-tu faire des affaires de fou? Ouais, c'est ça. En fait, l'année passée, dans le fond, j'ai décidé de terminer ma carrière pro de triathlète, dans le fond, après la Roman Lac Placide, pour justement me lancer comme d'autres défis sportifs. Mon focus est beaucoup plus sur la trail, l'ultra running, mais puis peut-être, dans le fond, le vélo, j'utilise plus une façon justement de m'amuser, d'augmenter aussi mon volume, en fait, de sport. Faire peut-être quelques courses qui, d'ici et là, si ça fait bien dans le training, mais c'est plus dans l'exploration puis le fun, dans le fond. T'es encore dans le nord, là. Encore t'es à Sherbrooke, là. Exact. Ouais. Mais tu vas sûrement rider des fois dans le nord. Exact, ouais, c'est ça. Des fois, aller avec Adam Roberge, là, puis là, je me fais rincer dans les sentiers, des choses comme ça. Hey, c'était un plaisir, Antoine. Merci de nous avoir tous partagé ça. C'était super intéressant. Je me suis senti comme Charles Dussert. J'ai trouvé ça fascinant à découvrir. Merci, Antoine. Merci à toi. Ciao. Chers auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous encore cette semaine pour cet épisode fascinant sur l'adaptation à la chaleur. En terminant, je vous demanderai de vous abonner au podcast. Ça nous aide énormément à aller justement rejoindre un plus grand nombre de personnes dans la communauté et de partager cet épisode avec une autre personne craquée comme vous de sport qui en connaît peut-être pas assez sur l'adaptation à la chaleur ou qui fait peut-être ça un peu tout croche puis qui aurait intérêt à s'améliorer. Donc, pensez à votre prochain, pensez à notre communauté de sportifs craqués et partagez cet épisode. Je vous en serai très reconnaissant. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!